Bonjour mon petit Charles Deschti, dis donc on dirait presque que c'est ta particule, ton nom de famille. Comment vas-tu, dis donc? Sacrée évolution physique, c'est quoi? C'est la testo, c'est Ozempic? Bah écoute, moi ça va très bien Sam, merci. Et non, je suis pas Team Slack Big Daddy. Hein. Oh Le pic. Comment ça va mes petits chroniqueurs d'amour? Hermano, Pablo? Ça va. Écoute, tu vois, j'ai sorti les lunettes de soleil parce qu'il fait beau. Je savais pas qu'aujourd'hui c'était la foire de la saucisse. Eh ben écoute, le fait est qu'aujourd'hui on a EPS les amis. Qui? Ouais. EPS. EPS. Hermano, Pablo, Sam. Olé. EPS. Pas mal, non? Ouais, très bien, ça fait drôle. J'ai un peu Très d'humour. très drôle. Ouais. Très drôle. Bon, bah si j'ai pas d'humour, on va remercier Sarah pour nos make-up en plateau. Merci Sarah. Sarah, vous la retrouvez sur son compte Instagram, c'est Sarah-du-bas glam-du-bas make-up. Et tout de suite, c'est le sommaire. Amen. Découvrez notre analyse sur la tendance du moment, les starter packs des candidats télé-réalité dans la rubrique La Traîne de la semaine. Côté Up and Down, ne manquez pas l'humeur de vos chroniqueurs avec les confidences de Vincent Queijo qui souhaite de nouveau devenir papa après s'être rendu dans un orphelinat à Bali et les révélations de Nabila sur la charge mentale d'une femme. Dans la rubrique Un comme un sujet, Nasser et Catel ont-ils couché ensemble sur le tournage du Cluedo? Laura Lempicka passe un coup de gueule contre les internautes qui l'accusent de copier Isabeau. Camilla, de son côté, partage une story alarmante sur son petit frère dans le coma. Et notre emblématique Frézou, elle, réagit aux commentaires qui l'accusent de forcer avec son sac Chanel dans The Power. Dans le dossier de la semaine, Cara dénonce des rapports non consentis, accusations, démentis et procédures judiciaires. Le plateau, c'est à vous. D'ailleurs, je vous l'annonce, si vous souhaitez découvrir Age After en avant-première, 48 heures avant sa sortie lundi, vous avez la possibilité de le faire en devenant membre sur ma chaîne YouTube. C'est très simple, il faut être déjà abonné, il faut aller sur l'onglet souscrire, il faut activer la cloche des notifications et 48 heures avant, eh ben vous pourrez kiffer et vous pourrez découvrir Age After. Ben oui, vous allez dire que pour l'heure, c'est le dire anniversaire, c'est maintenant. Ah ouais. Ben oui, Charles, c'est les 10 ans de ma chaîne YouTube. Tu te rends compte? Bah écoute, bon anniversaire. Hein. Ah bah merci, merci. Non mais 10 ans quand même, on les a C'est énorme. pas vus passer. C'est énorme. C'est vrai, il s'en passe des choses en 10 ans, c'est pour ça que Un vous peu, allez un voir. peu quand même, on les voit un peu passer. Hein. C'est dur. Je parle en général, Mais ferme-la un peu. Vous verrez, Hermano et moi, jusqu'à nos 80 ans, on sera comme ça. Et moi voilà. aussi, hein. Toi aussi? Bah oui. Toi, t'en as déjà Il n'y a pas de 80. raison. Voilà. Tu fais un petit peu de chirure? Oui. C'est vrai? Ouais. Ah bah Tu fais c'est quoi mal toi, aussi. Charles? Botox acide hyaluronique. À ne faire que si c'est un choix personnel. Personnel. Voilà, c'est hyper important. Vous connaissez la musique du dire anniversaire? Bien sûr, vas-y. Je vous la fais découvrir. Allez. Charles, toi qui es dans la musique, tu vas me dire si t'aimes mon single. N'hésitez pas à faire les chœurs. On y est. Vous commencez à la connaître par cœur parce que saisir anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Saisir anniversaire, c'est pas celui de ta mère. 10 ans déjà, mais wesh, toujours garder la pêche. Pour que le moral soit là, faut arrêter de regarder les bandes de rats. Paraît que je parle trop de fesses, toujours de politesse. Un secret, peu importe les reproches, je vais continuer. N'aie pas peur d'avancer pour aller toucher tes rêves. N'aie pas peur de tomber, de passer pour une merguez. Peu importe ce qu'ils pensent, l'essentiel c'est que t'avances. C'est que t'avances. Saisir anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Saisir anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Charles, est-ce que tu te serais retourné si j'avais participé à The Voice en disant « Je vous veux » Non, pas trop. Est-ce que tu passerais mon son dans les clubs, dans tes boîtes de nuit? Seulement si tu viens. Ah oui, c'est vrai, C'est une invitation. Mais non, mais depuis le temps qu'il essaie de me faire faire des bookings, je n'y arrive pas. C'est vrai, c'est vrai. Pourtant, c'est un truc, il y a beaucoup de gens qui aimeraient te rencontrer. Hein. Ah bah oui, mais le booking, tu me vois moi en boîte de nuit. Non, Alors pas- comment ça va? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Tu le vois avec des gants, des capoutes. Mais ne touchez pas, je vous savez, ne me touchez pas. Avec mon masque. J'aurais peur de tomber malade. Dis donc, j'ai peur de tout, moi. Bref, j'ai des petites surprises en ce dire anniversaire pour vous. Pablo, on va commencer par toi. Je me souviens de notre premier plateau sur lequel tout a commencé. Ah bon? Sur lequel nous nous sommes rencontrés. C'est vrai. Je te propose de revoir. C'était formel et informel en même temps.
Si une couleur devait le représenter en tant que journaliste, croyez-moi, il serait, c'est certain, un arc-en-ciel. C'est en effet par ses prises de position hautes en couleur qu'il s'affirme régulièrement sur BFM Télé. Journaliste, rédacteur en chef du média Regard, Pablo Pio-Vivien, merci aussi de nous honorer de ta présence Merci sur à le premier toi. numéro d'Informel. Devait être une couleur, tu serais un arc-en-ciel. Mais j'adore quand tu me décris comme ça. C'est vrai. Mais bien sûr. Alors, je te Ça me décrirai va comme ça. parfaitement, la Tout le couleur temps. arc-en-ciel. Toutes les semaines. J'adore. Hermano, mon petit Hermano, mon petit Hermano d'amour. Toi, c'est beaucoup plus vieux. Nous, c'est une véritable histoire d'amour qui a commencé il y a de ça plusieurs années. Ah ouais, Maintenant, je te propose de découvrir ton premier plateau Aja. Maman. J'espère que je ne suis pas quand même. Non, je pue pas, tu peux y aller. Je sens très bon la soupline. Merci, au revoir. Même l'intérieur de mon utérus. On est content, Hermano. On est content, Hermano, de t'accueillir dans le 9-3. Hermano, on est très heureux de t'accueillir en chroniqueur, en test chroniqueur. Merci beaucoup. Voilà, avec Vraiment trop nous. bien. Il y a eu des petites injections entre-temps. Allez vous faire voir. Ouais, c'est grave. Non, je disais là, je fais vieux, là, je fais jeune et je comprends pas. Ah non, mais moi, je préférais cette coupe. Me ferme là un peu. Non, mais quand tu même. vois, c'était plus... pas demain. Plus en volume. fourni. Bah, je coupe de temps en temps. Tout te va, Hermano, t'étais magnifique et tu l'es toujours tout autant. Charles, j'ai un petit cadeau pour toi. En plus. Également. Alors nous, ça remonte, hein. Ah Du oui, porno. moment, hein. Mais non, y a j'ai combien jamais d'années fait de côte à côtisme avec Charles. je croyais. Merde, dommage. Je croyais. Ah ouais, non, mais ça remonte à il y a presque 10 ans. C'était à l'époque où je tournais dans un hôtel. J'étais en partenariat avec un hôtel. Oui. Ah, ça vraiment. Rappelle-toi. Dans un hôtel. Ouais. Et c'est vrai que moi, pendant des mois et des mois, je vivais mal parce que Carly Gras, on se remet en question. Forcément, moi en plus, depuis le début des aventures, j'ai eu beaucoup de malbouffe et j'ai pris beaucoup de kilos. Parce que t'étais maigre hein, dans les ch'tis, fut un temps. Quand je suis arrivé dans les ch'tis, j'étais comme ça. Je prenais pas 1 kilo, je pouvais manger n'importe quoi, il se passait rien. Et c'est vrai que du coup, si tu veux, du jour au lendemain, je me suis rendu compte en fait que j'avais pris du poids et je me suis senti super mal. Je me sentais plus moi-même. C'est vrai que j'ai perdu toute confiance. Ah, le bandeau est incroyable, Charles. C'était le look de J'adore, l'époque. je valide, quoi. C'était C'était en le- 2001 ou quoi? Ouais, c'est le look de l'époque, hein. C'est il y a plus de 10 ans. Ah pourtant, c'était pas au moment du loft, même si on croirait. On va tout de suite commencer cette émission avec la trend de la semaine. Cette semaine, vous avez vu apparaître partout sur la toile, sur les réseaux sociaux, les fameux starter packs faits à l'aide de l'intelligence artificielle. Hermano, t'en as sélectionné. Pablo, t'en as sélectionné. Oui. Moi aussi, Charles, tu vas pouvoir juger nos sélections. Et vous, à la maison, vous allez pouvoir nous dire ce que vous pensez de ces starter packs créés via ChatGPT à l'initiative d'utilisateurs des réseaux. Hermano, c'est à toi. T'as choisi quoi? Alors, moi, la première que j'ai choisie, c'est pour quelqu'un, ma queen, la queen de la Plastic Girl. La queen, voilà. C'est notre Maëva. Ta meilleure amie. Franchement, oui, non, mais alors, je trouve que le visage lui ressemble. Oui. Voilà. Les fesses, pas vraiment. Il faudra un peu plus de fesses. Hein. Elle les a retirées. Elle les a retirées. Oui, elle les a retirées, donc oui, effectivement, c'est vrai. Mais bon, il y a encore des signes. Vous voyez bien la petite brume? Oui, bien sûr. Son parfum pas vendu? Enfin, Mais- son oh. parfum, oui, Mais bon. il est méchant. Non, mais je rigole. Elle nous fait du contenu tout le temps. Donc, c'est très bien, ma puce. C'était en rupture de stock, je te rappelle. Oui, c'est vrai. C'était un rupture de stock. Et le tie and dye, j'adore. La Attends, mais deuxième, t'as une daille? bah, sais pas ça lui va bien sur la poupée. Après, un live, c'est pas la même chose. Buter Greg et Maëva, histoire sans fin. Et t'as nommé qui, pardon? C'est marqué Greg, Maëva, Et- histoire sans fin. Ça, Parce c'est que le, c'est- le compte fan. C'est le compte fan. Et effectivement, c'est une histoire sans fin. Et effectivement, j'ai choisi pour deuxième qui? Notre Béou Greg. Bébé Greg, alors il a quoi, lui, dans son starter pack? Alors, déjà, je vous explique juste, là, vous voyez, Kazoo. Ah, oh, C'est quoi? C'est quoi? Bah, en fait, en Italie, vous dites ça. En Italie, ça veut dire Ah bon? Alors, je pense pas que c'était fait forcément pour ça. Alors, la Mac photo, comment ça s'appelle, l'appareil photo. Caméra photo. Take One, Greg, vous savez que maintenant, il fait des vidéoclips. Oui. Notre petit chat, parce qu'il est dans la musique, il marche très bien. Bon, je trouve que lui aussi, ça lui ressemble très bien. Le style vestimentaire aussi, parce que vous savez que maintenant, il est passé à la mode. Donc, il fait le Exactement. mannequinat. Et ben Et ça, si je c'était. puis me permettre, Charles, il a aussi un bandana rouge Exact. en accessoire. Ouais, il a volé Donc, mon tu swag vois, il y a 10 ans, en fait. Exactement, C'est- il je a l'ai inspiré, pompé je ton pense. look. Je l'ai inspiré. Merci Hermano. Pablo, quels sont les starter packs que tu as sélectionnés? Alors moi, j'ai choisi aussi ma queen, Nabila.
Parce que c'est ma queen à moi. Je l'adore depuis le début. Et encore plus quand elle fait du cinéma et qu'elle fait de la littérature. Là, c'est génial. Bon, c'est un starter pack, encore une fois, de fans. Hein. C'est pas le sien. Elle n'a pas mis le couteau et le shampoing dans son starter pack. Mais évidemment, ça lui ressemble, quoi. Enfin, c'est la grande phrase de Nabila, c'est comme ça qu'elle a été connue. C'était Allô, t'as pas de shampoing. Voilà, donc Allô et le shampoing. Le couteau, j'ai trouvé ça, voilà, c'est un peu osé. Je suis pas sûr qu'il soit méga fan pour avoir mis le couteau dans le starter pack. Et puis après, il y a le maquillage parce qu'elle a lancé sa marque de maquillage. Ouais. Le coutouring. Oh, le coutouring. Contouring. Le coutouring. Et t'en as choisi un deuxième. Et j'en ai choisi un deuxième, c'est Fred. Alors, c'est pas non plus le sien, hein, parce que Fred, elle a fait le sien, il est beaucoup plus soft. Là, c'est les phrases préférées de Fred, donc qui a fait les anges, d'où les ailes. Excellente imitation. Moi, je l'adore, Fred. Avec ton habit de panthère, là. Bah oui, c'était ça. Et ça lui ressemble. Ouais. Là, franchement, genre, Nabila, j'étais moins sûr. Fred, je trouve que c'est beaucoup plus elle. Parce qu'elle a les lunettes. Pour ma part, je vous ai sélectionné celui de Sarah Frézou. On va tout de suite le découvrir, celui de Sarah Frézou. On se souvient bien évidemment de son arrivée. C'était pour toi? C'est pour moi. Bah oui. Sarah Frézou était venue pour toi? Bah oui, mais dans cette tenue. Mais oui, en stabilo. Oui, exact. Ouais, La ouais, facette. ouais. Ouais, tu te souviens justement de cette première venue de Sarah Frézou? Qu'est-ce que tu as pensé au moment où tu la vois arriver? Moi, je vais être honnête. Moi, quand j'ai fait le casting, j'ai dit, moi, j'aime bien les fines, j'aime bien les skinny. Et là, je la vois arriver, je regarde la production, je leur fais des gros yeux. Et j'attends qu'elle arrive et tout ça, machin, qu'elle fasse son truc par respect. Et je vois la production, mais je dis, vous avez foutu de ma gueule, quoi. C'est pas du tout ce que j'attendais, quoi. Ah, et tu penses qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait ça pourquoi? Parce que en vrai, c'est cool pour la diversité, l'inclusion, l'inclusivité. Avec le recul. Et puis peut-être que toi-même, avec l'expérience, tu te serais rendu compte que tu avais des a priori et que peut-être tu as toujours aimé les femmes fines et qu'en fait, tu te serais rendu compte que tu aurais pu tomber amoureuse d'une femme avec des volumes différents de ce que tu as l'habitude de voir. Mais ce qui est dingue, c'est que cette vidéo de son arrivée, elle tourne encore 10 ans après, quoi. On me l'envoie encore, ça passe régulièrement, quoi. Et bah, en tout cas, merci de nous avoir raconté les coulisses de l'arrivée de Sarah Frézou dans Les Princes de l'amour. Mais bien évidemment, il y a une fraise. Vous avez reconnu un anneau, une bague, parce qu'elle s'est mariée 3 ou 4 fois. Ah ouais. Les anges, parce que les anges l'ont autant propulsée que détruite, hein, à un moment donné. On se souvient de la polémique harcèlement et quelques phrases cultes. Et enfin, je vous ai sélectionné le starter pack de Monsieur Tanti, de Monsieur Julien Tanti. Et ayo, fraté, il y en a assez. Alors bien évidemment, vous retrouvez ces phrases cultes, vous retrouvez le jeu des problèmes, et vous retrouvez ses tatouages et son t-shirt qui laisse apparaître ses pectoraux à la Hermano. Exact. Il marque juste le compte TikTok, hein. Vous avez des lives qui fait un continu. Les live match, exactement. Allez, blague à part, qu'est-ce que vous pensez des starter packs, Charles? Bah, après, ils sont assez représentatifs, mais moi, perso, à titre perso, j'en ai vu un, j'en ai vu deux, j'en ai vu 15, quoi. Ça me lase. T'en peux plus de cette tendance. Ouais, ça y est, je next direct. Pablo, la tendance des starter packs. Je suis assez d'accord avec Charles, avec en plus le fait que écologiquement, c'est une catastrophe. Alors, puisque en fait, on ne le sait pas, mais à chaque fois qu'on génère une image par ChatGPT, arrête de te foutre de ma gueule, à chaque fois qu'on génère une image par ChatGPT, ça consomme en fait du carbone. C'est pas neutre en fait. C'est comme quand on envoie un mail, sauf que c'est pire parce que ça génère une image. Donc c'est pire que Katy Perry qui va dans l'espace? Non, faut pas exagérer. Voilà. Non, elle a atteint le top du top de la consommation de carbone. Non, mais en vrai, il faut quand même l'avoir en tête. Et même à un moment, quand il y a eu juste avant, il y a eu la trend des studios Ghibli. Donc tout le monde faisait ces images en manga studio Ghibli. Ils ont réussi à faire planter les serveurs tellement il y avait de gens en fait qui se connectaient pour faire ces images. Et en plus, ça devient une drogue. Et on imagine que ça va recommencer tout le temps. Que là, on a fait studio Ghibli, après les starter pack, il va y avoir encore un truc genre transforme-toi en personnage Disney ou je sais pas quoi. Oui, puis il y en a qui s'inquiètent pour les motion designers, pour les graphistes. Exactement. Est-ce que c'est un métier en perdition? Mais notre métier n'est-il pas en perdition? Est-ce qu'un jour je ne serai pas remplacé par mon propre hologramme? Tu vois, Hermano, est-ce qu'un jour ce ne sera pas ton intelligence artificielle qui viendra sur ce plateau? Bah, j'espère, parce que moi je suis pas intelligent. Mais à un moment donné, franchement, moi je suis très content. J'ai même la mienne. Attendez, elle est trop mime. Elle bouge. Non, mais au-delà de ça que je peux entendre, je peux comprendre. Je le trouve fun, drôle, sympa, c'est quelque chose que tout le monde a fait. Et justement, il y avait un lien avec tout le monde voulait faire le mieux. Voilà, c'est sympa, c'est sympathique, c'est drôle. Et je m'attendais que tu l'aurais fait. Ah non, moi ça me gonfle ces moutonneries. Je peux plus. Ouais, ah non, mais je peux plus. C'est sympa, écoute, c'est pas parce que je l'ai fait sur les réseaux sociaux, c'est une cour de moutons de pâture. Je suis désolé, tout le monde fait la même chose. De panurge, mouton de panurge. J'ai dit quoi? De pâture, mais c'est pas grave, c'est bien aussi.
Tu pâtures aussi, hein, les moutons. Hein. T'as raison. Tu m'aimes quand même. Ça se glisse. Tu m'aimes bien quand même. Donc on dit mouton de Panurge. De Panurge, ouais. Bon, bah voilà. Voilà, et bah, oh, bah je m'arrête là. On enchaîne avec les up and down. Ah non, mais t'as raison, j'ai toujours dit mouton de pâture. Non, bah oui, c'est mouton de Panurge. C'est parce qu'en fait, Panurge, j'étais berger, il a balancé. En fait, il y a un mouton en fait, qui tombe et tous les autres ont suivi le mouton. Ils sont tous tombés de la falaise et tous morts. Mais pourquoi, c'est de là que ça avant vient. toi, personne m'a dit que je me trompais? Ils avaient honte. J'aurais bien aimé, c'est comme quand t'as une feuille de salade entre les dents, faut le dire. Bref, Hermano, c'est à toi. Déjà. Tu vas pouvoir nous présenter, oui, ton up ou ton down de la semaine. Et bah aujourd'hui pour moi c'est un down. Merci de la musique. Pour Vincent Queijo qui souhaite être de nouveau papa après s'être rendu dans un orphelinat. C'est plutôt positif, hein, genre moi je sais. Mais tu me laisses développer Ah pardon. bah. Excuse-moi. Non mais vas-y. Non, mais je pensais que tu avais fini. Bah, c'est juste que moi, tu vois, je trouve ça bien justement. Dans un orphelinat, ça donne envie d'adopter. Enfin, moi, je sais que moi, ma fille, c'est pas la mienne de sang, donc quelque part, s'il prend un orphelin qui est triste et qui est pas heureux dans sa vie et qui la chérit, je vois pas le problème. Quoi. Oui, juste si tu peux expliquer, Charles, pour les personnes qui n'ont pas forcément suivi, tu dis ma fille, c'est pas ma fille de sang. Oui, c'est ça. En fait, ma fille, elle est issue d'une tromperie, quoi. Donc, moi, ma fille, elle est métisse, moi, je suis blanc, mon ex, elle est blanche, mais je l'ai reconnue, j'ai la garde, tout va bien, quoi. Comme normalement, quoi. Voilà. Tout simplement. T'es pas son père biologique, mais t'es son père tout court, quoi. C'est ça, tout à fait. Voilà. C'est très beau ce que tu dis, ça fait plaisir, c'est important. Pour ce qui concerne Vincent, c'était simplement le fait qu'en fait, il habite à Bali, il est parti dans un orphelinat, et effectivement, il y avait beaucoup d'émotions, c'était très ressenti, c'est beau à partager aussi, surtout apparemment pour un petit chouchou de 3 ans. Bref, au point de raviver chez lui cet envie, désir d'être père, en sachant qu'il a déjà 2 filles, Maria Valentina et Alma, qu'ils ont eu pendant la relation avec Rim, mais on va voir la petite story qu'il avait partagée avec nous. Enfin, ces enfants-là doivent ouvrir les yeux pour tout le monde parce que nous, en fait, on a la belle vie et on arrive à se plaindre. Et le fait d'être allé là-bas m'a donné à 120% la certitude que je veux d'autres enfants. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain parce que pour ceux qui ne savent pas, et j'ai eu beaucoup la question, ici, on ne peut pas adopter. Il n'y a aucun papier. Donc, tous ces enfants sont adoptés par une seule et même personne qui a adopté plus de 130 enfants. Alors, hyper intéressant, oui, mais derrière cette sensibilité affichée, malheureusement, il y a des questions que je me pose. Et est-ce que c'est montré avec les enfants avec des problèmes, c'est clair et net, et ça existe, est-ce que ce n'est pas une tentative aussi de redorer une image un peu détruite par rapport à les dernières rumeurs et surtout par rapport aux dernières télé-réalités qui ont détruit son image, et c'est lui-même qui le dit en disant « Après avoir laissé une très mauvaise image de moi dans des cerveaux, il est temps pour moi de prendre recul et m'accomplir personnellement sans l'influence de la télé-réalité. » Et après, il continue, « Si vous m'avez détesté dans des cerveaux, ce n'est pas ouf non plus dans The Power qui passe d'ailleurs actuellement. » Donc effectivement, quand une célébrité s'effilme dans un moment de tendresse avec un enfant, bien évidemment que c'est important. Mais est-ce que c'est de la sincérité ou derrière, il y a une démarche de communication maîtrisée? C'est une bonne question que tu soulèves. Parce qu'en gros, tu es en train de te demander si, quand un candidat télé-réalité ou une personnalité se retrouve dans une sauce horrible, ultra calorique, ou que l'image n'est pas propre, voilà, sortir la carte, tu vois, de l'association ou sortir la carte, en l'occurrence de l'orphelinat, est-ce que c'est sincère ou est-ce que ça ne l'est pas? J'ai envie de croire, bien évidemment, en sa sincérité. Après, j'avoue que moi, à titre personnel, j'ai un petit peu de mal avec ces élans, tu vois, de story juste comme ça, qui sont juste du testimonial en mode je suis allé dans un orphelinat, je suis allé dans une association, j'ai fait ceci, oh ça m'a touché, je vous le partage. Voilà. Mais bon, il fait rien de mal. Pablo. Ouais, moi, la question de la sincérité des influenceurs, des gens dans la télé-réalité, mais ça vaut aussi pour les politiques, les journalistes, tout ce que vous voulez, c'est vrai que ça pose question, tu vois. On peut se dire, est-ce que ça ne s'inscrit pas dans une stratégie de communication, etc. Moi, j'ai une autre réflexion, tu vois, c'est on a l'impression que c'est parce qu'il est allé dans cet orphelinat que ça a généré tout de suite l'envie d'être père. Ce qui pose la question de la durabilité. Combien de temps ça va durer, en fait? C'est-à-dire que s'il adopte, en fait,
on a l'impression sur une émotion, une sorte d'instinct, parce qu'il a rencontré ses enfants orphelins. Est-ce qu'au bout de 2 ans, il va pas dire bon bah c'est bon, j'en ai marre et genre je me désintéresse de l'enfant que j'aurais adopté. Et ça, c'est un risque qui existe, et c'est une des raisons. Et après, il y a une autre chose, mais qui est reliée, c'est que aujourd'hui, dans les différents pays où il y a des enfants à adopter, c'est le cas de Bali, mais c'est le cas de nombreux autres pays, ils essayent de faire adopter les enfants par des parents du pays, qui sont originaires du pays, pour des questions à la fois culturelles, mais aussi parce que les enfants qui ont été abandonnés, ils ont vécu un traumatisme lourd, et qui est parfois lié à la situation du pays, s'il y a une guerre, s'il y a une mortalité, par exemple, en couche, c'est-à-dire les mères qui accouchent, qui est assez importante, etc. Et donc, les pays, et c'est d'ailleurs des recommandations de l'UNICEF, l'agence de l'ONU, de dire il vaut mieux adopter dans le pays parce qu'il y aura une compréhension. Il y a des choses, en fait, qui se transmettent, qui ne sont pas forcément de l'ordre de l'acquis, c'est-à-dire c'est pas le parent qui l'enseigne à l'enfant, mais voilà, il y a des choses là d'où on vient, quoi, les origines, voilà, l'ADN. exactement. Et donc, il vaut mieux peut-être rester dans le pays pour grandir. C'est peut-être pour ça, Hermano, qu'il explique Vincent par la suite, qu'il pourra peut-être pas le faire à Bali. Alors, le problème, c'est ça. En fait, lui, alors, la tendresse, c'est important. La tendresse, c'est un lien qui fait aussi que les followers, ils s'attachent aussi à toi. Hein. Ça joue. Mais derrière, il y a les faits. Les faits, en fait, c'est quelque chose de très problématique. Pourquoi? Comme tu as bien expliqué, en Indonésie, donc Bali, tu ne peux pas, pour un étranger, c'est hyper compliqué d'adopter. Sauf si il habite déjà depuis 5 ans dans l'île, en Indonésie, si elle est mariée avec un Indonésien ou une Indonésienne, et surtout que les Balinais, les Indonésiens, ne veulent pas, les associations ne veulent pas faire adopter les enfants à des étrangers parce qu'ils veulent qu'ils restent à Bali. Donc tout ce qui c'est l'adoption humanitaire, c'est absolument inexistant. Donc tu dois garder l'enfant à Bali parce qu'il veut que l'enfant reste dans sa propre culture. Et c'est ça aussi que ça me fait bizarre entendre Vincent dire bah, j'étais ça dans le orphelinat, donc j'ai envie d'être père. Alors qu'il sait très bien. Mais je ne pourrais pas le faire ici parce que. Non. Voilà. Perso, c'est des questions que je me suis posées, comme beaucoup d'internautes. Auxquelles on n'a pas la réponse. Hein. Auxquelles on n'a absolument pas la réponse. Je trouve que, bien évidemment, médiatiser des situations d'orphelinat, des situations compliquées qui existent, c'est très important. Mais il faut toujours faire attention à cette petite limite de est-ce qu'il faut vraiment partager un moment si intime avec tout le monde. Après, ils partagent tout, hein, les influenceurs sur les réseaux sociaux. Charles, tu crois en la sincérité de Vincent Queijo? Bah, moi, je l'ai toujours trouvé sincère. Après, j'ai pas regardé les 2 dernières émissions que vous avez citées, mais après, bon, je pense pas qu'il est sur un coup médiatique, mais bon, ça regarde que moi, hein, c'est mon point de vue à moi. Hein. Ah bah oui, bah t'as le droit, t'es là pour ça. Merci, Hermano. Merci à vous. J'ai appris des choses. Bah voilà. Ah mais vraiment, ça fait grave plaisir. Je kiffe me divertir et apprendre en même temps. Donc merci pour ça. Ça veut dire que je me divertis et que j'apprends avec toi. Ça me fait plaisir. Tu verras la noire. Get a room, guys. Pablito, c'est à toi. Tu nous as développé un up ou un down et tu vas nous partager maintenant. Non, c'est un méga up. Pour parler à nouveau, Nabila. Nabila, elle a partagé une vidéo sur TikTok où elle se confie sur la charge mentale qui lui pèse énormément. Peut-être qu'on peut en voir un extrait. Je sais pas si ça vous arrive aussi d'avoir le contre-coup de la charge mentale. Genre ce matin, je me suis réveillée et j'étais pas bien. Je me suis dit non, j'ai pas envie aujourd'hui. Donc c'était au-delà de ce qu'on peut imaginer. Genre j'avais vraiment une sensation d'être prise dans un tourbillon, d'avoir une enclume sur la tête et de me dire si tu bouges pas, l'enclume elle va te tomber dessus. Et c'est horrible en fait, mais je pense que ça concerne plus nous les femmes, même si on a le meilleur partenaire de vie, j'ai un mari superbe qui est tout le temps là pour nous, qui est patient, gentil, aimant, sur qui je peux me reposer, mais j'ai quand même cette charge mentale. Je suis le pilier de la famille, je suis la femme de la famille, et donc du coup tout repose sur moi. La vie de famille, le plan de vie, les enfants, l'organisation des enfants. Et on fait comme si c'était normal parce que comme c'est nous les femmes, on doit organiser la nourriture, on doit faire à manger parce que oui, je cuisine. Je sais pas si c'est bon, mais en tout cas, apparemment oui. On doit organiser la vie de tout, les activités des enfants, l'éducation, vraiment tout. J'ai l'impression que tout repose sur nous les femmes.
Tout ce que dit Nabila dans cette vidéo, je l'ai trouvé d'une très très grande justesse. Elle dit avec ses mots un problème qui aujourd'hui continue de structurer notre société, c'est-à-dire la domination de l'homme sur la femme, les inégalités entre les hommes et les femmes qui continuent de perdurer aujourd'hui. Elle dit surtout que Thomas, moi c'est comme ça que je l'entends, j'ai l'impression que Thomas il faut rien en fait. Non, justement, elle dit Thomas, malgré le fait qu'il soit impliqué dans le ménage, en fait, il fait toujours moins. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Juste, je finis là-dessus. Il y a une étude, une grande étude d'un institut statistique qui est sorti il y a quelques mois sur les inégalités entre les hommes et les femmes qui vivent dans un même foyer. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, on est en 2025, il y a encore 65% des femmes qui font à manger de façon quotidienne. Il y a encore une énorme majorité de femmes qui s'occupent de toutes les tâches de nettoyage, de repassage, la machine à laver, etc. etc. Alors même... La charge mentale de Nabila, c'est pas forcément la même charge mentale d'une femme avec un salaire de 1200 balles. T'es en train de dire quoi? T'es en train de dire que quand on est millionnaire, on peut pas avoir de charge mentale? Bah si, un peu quand même. Ou quand même que la charge mentale est un peu réduite. Excusez-moi, elle appelle dite tati, là, comment ça s'appelle, les babysitters. Les nannies. Les nannies, pardon. Enfin, voilà, tout un peu différent, je trouve, vrai. Deux poids, deux mesures. Hein. Non, mais c'est vrai, elle n'est pas en train de parler du quotidien d'une femme ouvrière à la chaîne et qui a un boulot de 9h à 18h tous les jours. Mais ça n'empêche pas le fait qu'elle peut se sentir dépassée. Exactement. Oui. Ça n'empêche pas le burn-out, ça n'empêche pas de ressentir de façon lourde la charge mentale. Et je vais te dire, être millionnaire comme Nabila et avoir un mari qui, comme elle le dit, l'aime, ça ne l'empêche pas en fait d'être le sujet, d'être la victime de discrimination en tant que femme, qui ne sont pas exactement les mêmes que si elle était une femme issue d'un autre, enfin qui évoluait dans un autre milieu, mais ça existe quand même. Oui, c'est-à-dire que la domination des hommes sur les femmes, et il faut vraiment l'avoir en tête. C'est pas les femmes bourgeoises, par exemple, ne sont pas moins sujettes, moins victimes des violences sexuelles que les femmes populaires. C'est complètement faux. Elles sont autant dans un foyer, en fait, il y a à nouveau la discrimination entre les hommes et les femmes. Et elle, ce que je trouve intéressant, c'est précisément qu'elle dit Thomas, mon mec, il fait tout ce qu'il peut. C'est un mec idéal, c'est ce qu'elle dit. Ah non, moi j'entends pas ça. Je te jure, Pablo, j'entends justement que malgré elle, elle est en train de dire qu'elle fait beaucoup plus que Thomas. Et donc moi j'entends que Thomas n'est pas impliqué au même niveau qu'elle dans la vie de la famille. Oui, mais en fait, le truc, c'est que même si Thomas, je sais pas, hein, s'il se revendique féministe, mais moi, par exemple, j'ai des amis qui sont en couple hétérosexuel et le mec se dit féministe. Et là, ils ont eu un enfant, il a eu un enfant avec sa copine, et en fait, qui commande les couches? Qui pense, en fait, qu'il faut acheter les couches? Qui pense qu'il faut acheter le lait? Et lui, il essaye de faire tout ce qu'il peut. Mais en fait, c'est la femme, parce que ça fait des millénaires maintenant que, c'est comme ça, c'est la femme qui s'occupe de l'éducation de l'enfant, c'est la femme qui va acheter les couches, c'est la femme qui remplit le frigidaire, etc., etc. Eh bien, il a beau être féministe, il a beau faire des efforts, là, il y a toujours une domination et une inégalité. Et c'est ça qu'elle dit. Je vais te dire, tu sais ce que j'entends, moi, et ce que je vois de façon factuelle, je ne sais pas si c'est lié, mais je vois que Nabila, elle arrive avec son discours sur la charge mentale au sein de la famille, après qu'Amel Bent ait fait le buzz il y a 2 semaines sur les réseaux sociaux, en parlant sur C'est à vous, je crois, et partout dans les médias, de la charge mentale qu'elle pouvait avoir en tant que maman, en tant que femme qui travaille. Et je me demande, ça lie un peu ton sujet de tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une histoire quelque part indirectement de trend? Ok, j'ai vu que dans les médias, ça parlait comme ça de charge mentale, Amel Bent l'a fait, ça a grave parlé, moi aussi je vais le faire. Tu vois, je suis un peu perdu moi par rapport à... Paga. Il y a eu un gros buzz il y a quelques mois par rapport à ça. Par rapport à la charge mentale également. Charles, toi, comment tu l'entends, la story de Nabila? En fait, moi, la charge mentale, je le traverse en ce moment, donc je sais ce que c'est. Après, moi, je ne suis pas au niveau de Nabila, je n'ai pas les mêmes revenus. Mais je sais que des fois, malheureusement, le fait de faire plein de choses... Alors moi, je suis un cas à part, puisque moi, j'élève ma fille tout seul. Donc j'ai exactement les mêmes activités qu'elle, en plus de mes travails. Et honnêtement, là, je sais que là, je suis très fatigué, quoi. Je sais que c'est l'accumulation, en fait, des mois. Et je pense que c'est ça qu'elle veut véhiculer comme message. Après, buzz ou pas buzz, traîne ou pas traîne, je ne sais pas.
Ouais, mais ça joue quand même. L'effet que quelqu'un, il y a 2 semaines, il a buzzé sur quelque chose comme ça peut, sur les fameux pour toi de TikTok, devenir un trend et essayer de surfer. Bah non pour Pablo. Non. Alors non moi, pour je ne Pablo. suis absolument pas d'accord. C'est que vous voyez un buzz et vous vous dites, elle est en train d'essayer d'utiliser le buzz, mais peut-être juste qu'elle a vu Amel Bent et qu'en fait, elle a mis des mots sur une réalité qu'elle était en train de vivre. Parce que ça sert à ça, en fait. Amel Bent qui va dans C'est à vous et qui dit ce qu'elle a dit sur la charge mentale, ça sert aux autres femmes et éventuellement aux autres hommes à se dire ah mais tiens, en fait, la souffrance en fait que je vivais, qui est pas non plus une souffrance démentielle, hein, mais ça reste une souffrance comme elle le dit, eh bien elle se dit ça s'appelle la charge mentale. C'est ça que je vis dans mon couple. Vincent Queijo, pardon de faire un mauvais lien, mais il y a quelques semaines, on en avait parlé sur Aja, il s'était fait lyncher médiatiquement parce qu'au détour d'un podcast, il avait expliqué qu'il avait une grosse charge mentale en tant qu'homme. Et les gens lui ont dit mais tu te fous de la gueule du monde en fait ou quoi Tu ne peux pas dire ça. Sous-entendu, les hommes ne peuvent pas avoir de charge mentale. Mais du coup, tu vois, le point de vue, en fait, c'est les mêmes histoires, mais ça change le point de vue. C'est compliqué aussi en temps. Alors que Charles, il nous explique, voilà, il est papa solo, papa célibataire, il partage les mêmes tâches que Nabila, il pense aux couches, il pense aussi aux cours. Ça y est, c'est fini. Mais... Ah oui, pardon. Elle rentre au CE2. Un CE2, non. Un CE2, ça va. Oui, pardon. C'est ça, l'insulte pas. T'as eu pensé aux couches, tu penses à remplir le frigo, t'as le travail à côté, t'as tes histoires de cœur, tes ruptures aussi qui t'ont fait vivre des choses. Donc à quel moment la charge mentale masculine, elle fonctionne quand on est père solo? C'est hyper intéressant parce que concernant Charles, on est sur un papa célibataire. Donc il n'y a pas de notion d'inégalité entre deux genres dans un couple puisqu'il est tout seul, tu vois. Et donc d'ailleurs, les études et les réflexions sur les papas célibataires ou les mamans célibataires sont complètement différentes. Je note en passant qu'il y a beaucoup plus de mamans célibataires qui élèvent des enfants que de papas célibataires qui élèvent des enfants dans notre société. C'est vrai. Le cas le plus courant de personnes célibataires, ce sont des mamans célibataires. Toi, tu es un peu un cas à part, mais c'est intéressant. Et du coup, ce dont tu nous parles, Charles, c'est bon, bah voilà, c'est moi qui me tape toute la charge mentale. Et tu as tout à fait raison. Peut-être que si tu avais eu une femme, malgré tout ton féminisme éventuel et tes envies, il y aurait peut-être une charge mentale inversée. Ça peut-être la femme qui l'aurait porté, tu vois. En fait, pour réagir à ce que tu dis, moi, quand je me suis mis en couple dans ma dernière relation, par exemple, il y a des tâches que j'ai effectivement déléguées un peu naturellement, du coup, à la femme. Lesquelles, par exemple? Le laver, les devoirs et la cuisine. Voilà, c'est intéressant. Enfin. Oui, mais tu vois, et t'as dit ce mot naturellement. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? T'as l'impression qu'on est chez le psy? Mais non, c'est parce qu'on a croisé notre regard avec Herman. Non mais qu'est-ce que... En plus, il y a des private jokes et on sait même pas... Il n'y a pas de private joke. Non mais c'est comment il l'a dit, voilà. Non, mais je vous explique. Le laver... Tu m'as fait rire. Je suis naturel, moi. Attends, j'ai ce comme ça. Non mais en vrai, mais c'est hyper intéressant. Mais oui, c'est passionnant, mais ça veut dire que aussi les combats féministes à mener dans notre société sont très très loin d'être finis. Bah oui, ça on le sait. Non, mais c'est vrai, je le sais. Mais je répète que, la charge mentale de Nabila, c'est une charge mentale différente par rapport aux femmes qui ne travaillent pas ou qui ont des moyens différents. Mais après, je crois que la charge mentale, elle est vécue différemment en fonction de notre environnement, de notre éducation, des moyens de chacun, des problèmes de chacun. Chaque niveau de vie aussi a ses problèmes, ses avantages et ses inconvénients. Et la force de Nabila, honnêtement, c'est surtout qu'elle en parle très bien. Moi, je trouve que les mots qu'elle pose dans cette stories sont vraiment, vraiment éloquents. Et j'espère, comme ceux d'Amel Bent, qui vont parler ces mots à beaucoup de gens. Merci Pablo, en tout cas, pour ce sujet que tu nous as superbement bien expliqué. On poursuit cette émission avec Alerte Couple. Ah bah oui, qui dit rubrique Alerte Couple dit jingle Alerte Couple. Ah ouais? Alerte couple, alerte couple, alerte couple, alerte couple. Une histoire qui commence et qui va s'arrêter. Les couples ne tiennent pas en télé-réalité. Ça, c'est vrai. On dirait un vieux générique d'AB Productions. Des ouf. Années 90. Oh, bah alors pour le coup, non, là c'est pas marrant, parce que c'est un couple iconique quand même qui a annoncé, non pas sa séparation, mais son divorce. Je vous parle bien sûr de Ali et de Alia. Rappelez-vous, ils avaient craqué l'un pour l'autre dans la maison des secrets. Ça remonte
à l'année 2015. Ali avait d'ailleurs pour secret 105 247 personnes m'ont permis de rentrer dans la maison des secrets. Alia, de son côté, défendait le secret suivant. J'ai été championne de France de boxe. Les deux tourtereaux, ils avaient donné naissance à leur enfant en 2023. Et ces dernières semaines, il y avait des rumeurs concernant la séparation du couple, notamment après un post d'Ali sur Instagram qui a été publié début mars, dans lequel il disait « La vie de couple est parfois compliquée. Il y a des hauts et des bas. » Alors jusque-là, ça va. Ça met un peu la puce à l'oreille parce qu'on se dit « Ouh là là, il va nous annoncer quelque chose, le Ali. » Et puis au final, c'est Ali et Alia qui, cette semaine, ont annoncé différemment, mais de façon un peu identique aussi. Et vous allez nous décrypter cette annonce de divorce de cette façon-là sur les réseaux. Regardez. Mon premier et dernier post, ensemble, sur cette plateforme. Nos chemins avec Alia se séparent. Et comme elle l'a si bien dit, parfois se quitter devient une étape nécessaire. Et je lui souhaite tout ce qu'il y a de meilleur dans sa vie et ses projets. Il est aujourd'hui temps de nous reconstruire, chacun de notre côté, pour mieux nous retrouver en tant qu'individus. Notre enfant nous unira à jamais. Nous serons toujours là pour lui, ensemble, différemment, mais avec la même force et la même bienveillance. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce qu'après 10 années passées ensemble, nos chemins avec Ali se séparent. Parfois, se quitter devient une étape nécessaire. Je nous souhaite à tous les deux une vie encore plus belle. J'ai hâte de voir ce que la vie me réserve. Un nouveau chapitre s'ouvre à moi et je me prépare à vivre plein de belles choses, de beaux projets. Je vous demande de respecter cette décision qui a été mûrement réfléchie. Merci pour votre bienveillance et de votre soutien. Voilà, donc vous avez découvert les posts respectifs d'Ali et Alia pour annoncer leur séparation, leur divorce. Qu'est-ce que vous entendez dans ces annonces publiques? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un des deux qui est à l'initiative de la séparation plus que l'autre? Si oui, lequel, Hermano? Alors, moi, je suis persuadé que c'est elle qui a mis le mot fin à cette relation. Déjà, si tu regardes bien le post de Alia, c'est une photo de couple où il raconte l'histoire, alors qu'elle, elle est toute seule. Comme dire, allez, je recommence ma vie, merci, au revoir. Déjà. Autre chose, lui, il a avoué, là on ne le voit pas, mais il avait déjà avoué les problématiques que la paternité, le gamin avait amené dans la vie des couples. Et il avait reconnu aussi les problématiques d'ego et fierté qui avaient joué dans l'histoire avec Alia. D'ego et fierté? Oui. Après la naissance du petit, la couple a été bouleversée. Oui. Et je pense qu'on revient un peu à ce qu'on disait avant. Il n'y avait pas des rôles spécifiques et son ego a joué sur cette relation. Et la fierté. Il n'a pas rentré dans les détails, donc on peut juste laisser sous-entendre quelque chose. Mais justement, je pense qu'il a été, entre guillemets, victime de réaction vis-à-vis de quelque chose qu'il a fait dans la couple et qu'elle a pris la décision de partir. Comment gérer une rupture, une séparation quand on est médiatique, quand on a fait de la télé, quand le public, les utilisateurs des réseaux sociaux, Charles, t'ont vu, toi, par exemple, avoir des relations? Comment le gérer publiquement après sur les réseaux sociaux? Ça doit être délicat. Moi, il y a 4 mois, je l'ai vécu. Bon, pas au même niveau, puisque maintenant, je suis un peu retiré de ce milieu médiatique. Mais je sais que rien que le fait que j'ai fait de la télé, tout le monde s'en mêle, en fait. Tout le monde vient mettre son grain de sel, raconter tout et n'importe quoi. Et du coup, c'est ultra compliqué, parce que des fois, tu te sépares pour une raison, t'en découvres d'autres. C'est un peu qui dit vrai, qui dit faux, quoi. Mais c'est ultra complexe, ouais. Pablo. La difficulté sur les réseaux sociaux pour des influenceurs comme eux, c'est qu'immédiatement, tu vas avoir une partie des fans qui va prendre fait et cause pour l'un et une partie des fans qui va prendre fait et cause pour l'autre et qui vont surtout les mettre en confrontation. Alors que ce qu'ils essayent de raconter, c'est précisément que la rupture s'est faite en bonne et due forme. Je veux dire, ils se sont pas quittés en se hurlant dessus et en disant elle m'a trompé avec un tel, je la déteste, elle m'a envoyé une casserole au visage. Ou vice-versa. Moi, je suis complètement d'accord avec Hermano. Je rajouterais un truc, c'est que dans son post, Ali, il fait que parler de nous, enfin de eux, en fait, comme une entité. Et il dit même, maintenant, nous sommes séparés, mais il garde un nous pour le futur. Et il dit, j'espère qu'on pourra se retrouver en tant qu'individu. Et il y a notre enfant, etc. Elle a cette phrase qui dit, je vais voir ce que la vie me réserve. J'ai hâte de voir ce que la vie me réserve. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, hop, elle devient un individu. Et elle dit, moi, j'ai envie d'aller à un autre endroit que l'endroit qu'on était en train de construire avec notre couple. Ce qui laisserait peut-être sous-entendre, de par votre interprétation, que Alia serait à l'origine, comme tu le disais Hermano, de la rupture, parce que Ali lui verrait encore un nous, là où Alia verrait un je. Moi, il y a autre chose qui m'interpelle, c'est que
tu vois, sur la photo, elle est hyper souriante. Lui, c'est une photo triste. En noir et blanc. Lui, c'est un couple, déjà, c'est les photos de tous les deux, en noir et blanc. Elles sont fait sourire. Parce qu'elle veut, je pense qu'elle veut nous laisser entendre, je vais recommencer ma vie et je vais bien. Voilà. Mais je pense que les choix est lié à quelque chose enfin, une problématique de couple qui vient surtout de lui, probablement, et elle a pris la décision finale. Pablo, et on va vous parler de Martika dans un instant. Et après, il y a la question de tu as parlé d'être une célébrité en couple et puis après se séparer, mais tu as aussi la question d'avoir un enfant. Et parfois, l'arrivée d'un enfant dans un couple, alors qu'il y avait des équilibres en fait qui s'étaient faits entre le garçon et la fille, ou éventuellement entre deux garçons ou deux femmes. Et c'est quand tu as un enfant qui arrive, ça perturbe en fait ces équilibres au point que parfois il y a une augmentation en fait du nombre de ruptures lorsque il y a un enfant qui arrive parce que il y a des moments de stress intense liés, voilà, il faut s'en occuper, ça change les habitudes. Je sais pas si tu avais l'habitude de sortir 3 ou 4 fois par semaine jusqu'à 4 heures du matin, désolé, mais quand tu as un bébé, tu peux plus. Et donc du coup, tu as des frustrations qui commencent à naître. Tu as les inégalités dont on a parlé. Tu vois, si elle ou lui considère que il s'occupe plus ou elle s'occupe plus du bébé, elle dit mais pourquoi l'autre il s'en occupe pas? Voilà, encore des frustrations et derrière des conflits qui peuvent aboutir à la rupture. Mais encore une fois, moi je trouve ça heureux parce que les influenceurs et dans la télé-réalité, souvent il y a des séparations où ça part dans tous les sens, ils s'insultent, etc. Là, c'est une rupture vraiment bien faite. Et c'est possible en fait de continuer à être heureux malgré la rupture. Ah oui, c'est possible. C'est ce qu'on avait vu, c'est ce qu'on avait analysé pour Rim et Vincent, et puis par la suite, l'histoire a duré 1 an et demi. Donc je leur souhaite pas. On va poursuivre cette alerte couple avec Martika. Mais oui, la dernière fois que vous aviez entendu parler de Martika, en tout cas sur Aja, c'était à la suite des vidéos très énervées de Melanite qui s'était insurgé que son mec, selon elle, la trompait avec une meuf comme Martika. C'est ce qu'elle avait dit. Alors Martika, pour resituer ceux qui l'ont pas revu dans une télé-réalité depuis un moment, elle a été connue dans l'Île des Vérités. Elle a enchaîné par la suite avec Le Bachelor, La Villa des Cœurs Brisés saison 1, saison 2, Moundir et les Apprentis Aventuriers, Les Marseillais vs le reste du monde, Maman est célèbre et oui, Maman est célèbre. Et c'est bon. Alex Judy. Pourquoi je vous parle d'Alex Judy? C'est parce qu'ils ont été filmés en rapprocha tous les deux. Lui, dernièrement, il était dans les 50, Alex, et il était en couple avec Carla Gebali, et ils se sont séparés il y a quelques semaines. Et Martika et Alex, ils ont été vus, on va le voir dans cette vidéo certainement off qui va passer, où ils sont proches, ils sont collés serrés. Ah oui, ils sont très proches. Hein. Ah voilà, et ça a été diffusé par Aquababe. Donc on ne peut pas dire, bien sûr, au moment où on tourne, s'ils sont en couple, est-ce qu'ils sont simplement en train de s'enjailler sur la piste de danse entre deux petites coupettes? Mais ils se sont chauffés, à mon avis, c'est fini au lit. Et bon, en plus, on sait bien, elle aime bien aussi, parce que voilà, je rappelle que Melanite nous le racontait, mais bref. Je sais pas de quoi tu veux parler et j'ai pas envie de savoir, mais par contre, je tu le peux raconte poursuivre. pas. C'était sur... Non. C'est elle qui a la plus. Bref, je trouve que c'est un couple juste pour la night. Un petit moment d'amusement, il n'y a rien de mal, je trouve d'ailleurs. Donc voilà, en sachant que Bastos, il a dit dans un live, parce que ça c'est hyper drôle, pendant un live, il sort l'info comme quoi Martika et ils étaient... comment ça s'appelle? Lui, mon Dieu, Kevin. Alex, pardon, j'ai perdu le fil. Kevin. Je ne sais pas pourquoi je dis Kevin. Ils étaient un couple. Et des fois, le bras, il commence à dire, oui, est-ce qu'il est riche? Et il dit, non, il n'est pas riche, il vit encore avec ses parents. Donc c'était hyper drôle, ces choses. Moi, je pense vraiment que c'est juste un petit moment de plaisir qu'ils ont passé tous les deux. Il n'y a rien de mal, ils étaient dans une boîte, ils rigolent. Bah oui, vous n'avez jamais passé des petits moments comme ça, bien collés sûr. serrés? Oui, non, mais toi, Hermano, on sait. Mais ça, c'est le gros délire aussi des réseaux sociaux. C'est que tout d'un coup, tu vois 2 personnes qui dansent, voire éventuellement 2 personnes qui couchent ensemble. Et derrière, tu as tout le monde qui dit « Ah, ils sont en couple ». Non, mais laissez-les vivre. C'est ce qu'on est en train de faire dans mais non, mais je sais. Non, mais justement. En fait, on va un peu vite en fait dans le couple. Enfin, genre, je veux dire, c'est à eux de définir à quel moment ils sont en couple, à quel moment ils ont juste envie de coucher ensemble. On peut coucher avec une autre personne
toujours avec le consentement, c'est très important. Et le préservatif quand on ne connaît pas. Et le préservatif quand on ne connaît pas, tout à fait. Protégez-vous. Sans être en couple. Ah bah, bien sûr. Oui, mais ça, c'est un truc que parfois, je vois les influenceurs, voilà, là, on voit une vidéo où ils dansent collés serrés et tout le monde est là, ouais, des couples, des machins, ils s'aiment, et tout de suite, ils se projettent. En fait, les réseaux sociaux les projettent dans un univers qui n'est pas forcément le leur. Oui, et surtout, c'est pas parce qu'une femme décide de faire une fois la folie de passer aux nuits avec un mec qu'alors c'est et lui c'est un héros. Les deux, ils ont le droit. L'homme et la femme, on a tous le même droit. On a tous le droit de faire sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous une chance, c'est pas perdu d'avance. La différence, c'est bien de folie. C'est qui celle-là? Bien de folie. Ah, je connais pas. Ah, t'avais pas la ref? C'est trop français, là. Là, on est dans le deep French. Sam, il va vraiment faire des showcases à force. Oh, Charles, tu me veux, toi. Allez, on va poursuivre cette émission avec un commun sujet. Je rappelle la règle d'un commun sujet. Mon petit Charles, elle est très simple. Je vous lis un commentaire d'utilisateur des réseaux sociaux. Vous devez, vous, à la maison, en commentaire, et vous, ici présent sur ce plateau, deviner de quel sujet on va parler. Ok? Et après, on le commente. Alors, écoutez attentivement. Elle a raison pour bien saouler Hugo. Elle a raison pour bien saouler Hugo. Marine. Marine de l'île de la Tentation? Ouais. Mauvaise réponse. Elle a raison pour bien saouler Hugo. Je sais pas. De quoi va-t-on parler? Qu'a-t-elle? De qui va-t-on parler? C'est une bonne réponse, oui. Je me rappelle ça. À moitié, parce qu'on va parler de Nasser et de Qu'a-t-elle qui apparemment auraient des relations intimes ensemble sur le tournage du Cluedo de W9. Je rappelle que le Cluedo de W9, c'est pour l'instant un nom de code, c'est pas le nom officiel encore de l'émission, sauf si il est officialisé d'ici peu, et que Qu'a-t-elle et Nasser ont participé chacun respectivement en tant que tentatrice et tentateur sur l'île de la Tentation. Et c'est Aquababe qui a partagé cette information sur les réseaux sociaux, puisqu'il dit que l'ancienne tentatrice Qu'a-t-elle, qui on s'en souvient, avait eu à 4 ou 5 reprises, des relations intimes avec Hugo, qui était en couple avec Marine dans l'île de la Tentation et qui était venu pour tester leur couple. Voilà, donc il a bien testé, il a bien testé. Il a bien testé Hugo. Et Nasser, de son côté, lui, il avait couché sur l'île de la Tentation avec Cory, qui était en couple avec Juliane. Voilà, il faut suivre. Voilà. C'est vrai que si vous ne connaissez pas la télé-réalité, vous vous dites c'est à Bourg-Gloire et Beauté le truc. Voilà, mais oui, voilà, on est là pour tout vous expliquer. Et Nasser et Qu'a-t-elle, ils auraient eu, selon Aquababe, une relation sur le tournage du Cluedo. Et nous, la question qu'on va se poser, elle est très simple. Elle nous est venue comme ça pendant qu'on préparait le sujet. Nasser, Qu'a-t-elle sont les deux seuls tentateurs et tentatrices à avoir eu des relations intimes sur le tournage de l'île de la Tentation alors qu'ils étaient inconnus, qu'ils étaient tentateurs. C'est eux qui sont repris dans une grosse émission future de W9. Charles, faut-il coucher pour être pris en télé? Alors coucher, je sais pas, mais c'est sûr que si t'arrives et que t'es en couple, t'es moins attrayant. En fait, les gens veulent former des couples de télé-réalité, on fonctionne par couple. Quand on dit Nathalie, on dit Nathalie Gambano, tu vois ce que je veux te dire? Quand on dit, je sais pas, n'importe qui, Nabila Thomas, tu vois, ça fonctionne toujours par deux. Oui. D'ailleurs, Marine et Hugo, ils participent à ce tournage du Cluedo, ils auraient déjà été éliminés selon les informations d'Aquababe. Et quand on sait que Qu'a-t-elle a eu des relations avec Hugo et que Marine et Hugo reparticipent en couple alors qu'elle lui a pardonné aujourd'hui, forcément, ça crée de l'électricité. Moi, je trouve que c'est pas forcément l'effet de la couple, c'est l'effet de la personnalité. Dans le sens que la production, au moment donné, il sait qu'un personnage est prêt à aller jusqu'au bout, donc avoir une relation intime avec quelqu'un, il s'est dit, c'est bon, lui on le prend, il va nous créer des problèmes, au cas même il va avoir des rapports avec quelqu'un d'autre, c'est bon. Parce que c'est quand même quelque chose d'intime, faire sous les caméras, et tu sais qu'il y a des millions de gens qui vont te regarder après. Donc, et surtout les candidats, il y en a deux qui ont fait Qu'a-t-elle et Nassim. Donc à un moment donné, j'arrive pas à le dire à chaque fois, Nasser qui le trouve très beau, voilà. Je pense la production elle a dit allez venez, on vous prend. Moi je pense que ça aide. Tu penses toi Pablo que si en tant que nouveau candidat qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, tu couches dans une émission de télé-réalité, tu as plus de chances d'être pris? Moi je pense que oui, dans la mesure où la base en fait de la télé-réalité, c'est quand même de jouer sur le désir.
le désir du spectateur qui va être suscité par le désir des participants et des participantes de la télé-réalité. Et qu'est-ce qu'il y a la façon la plus simple, la plus visible de susciter et de montrer le désir, c'est quoi? C'est le sexe. Donc si tu dis il y a machin qui a couché avec machine ou machine qui a couché avec machin, bah, évidemment, tu vois, ça va être des participants parfaits pour mettre dans plein d'émissions de télé-réalité. Mais moi, c'est plus que... Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est lié avec le sexe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du sexe, tu vois. Des gens qui s'aiment de façon platonique, comme on dit, c'est-à-dire genre qu'il n'y a pas de choc de corps, il n'y a pas de bisous genre qui dégoulinent sur tout le corps. C'est pas très drôle à montrer à la télévision. Emma Clément, elle a participé au Prince de l'amour. Elle a fait rien avec Nicolas, il était là pour Nico. Elle a été remplie. Elle a eu un succès énorme, mais après, elle a enchaîné les oui, mais elle avait ses coups de gueule, Emma Clément. Voilà. Non, mais il y a d'autres choses. Oui, mais il a raison. Mais après, il n'y a pas que le désir. Mais, tu sais, c'était le personnage triste, qu'elle pleurait tout le temps dans Les Princes de l'amour. Et les gens, ils sont accrochés à l'effet qu'elle pleurait tout le temps. Ah, mais parce qu'ils aiment ça. Oui. Ils aiment ça, c'est la jeune femme, c'est l'histoire de la jeune femme éplorée, qui a mal à son petit cœur par rapport au mec qui lui a fait mal. Oui, ce que dit Hermano, c'est que du coup, il y a d'autres choses que les productions peuvent explorer, qui sont pas que le désir et le sexe, tu vois. Il y a aussi les fous et les folles, c'est-à-dire les gens qui expriment énormément, qui se fâchent. Sur cette émission qui est produite par la même production, les deux tentateurs qui sont pris sont ceux qui ont couché. Parce qu'il faut-il faire un lien, oui ou non? Ça, je sais pas, j'ai pas la réponse. Moi, je pense que oui. Forcément, attends, ils étaient 20, 10 hommes et 10 femmes. Donc, à un moment donné, il n'y a que les deux qui sont allés plus loin, qui ont vraiment testé les couples. Ils ont décidé de les prendre parce qu'ils savent qu'ils peuvent lui créer des problématiques, entre guillemets, ou des scènes dans l'émission. Et puis attends, et c'est des gens, comme a dit Armano, c'est des gens qui sont capables de coucher avec des gens au su et au vu de millions de gens. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Enfin, moi, personnellement, tu me mets dans un truc comme ça, ça me refroidit, tu vois. Genre, je vais avoir du mal à imaginer, même embrasser de façon genre dégoulinante, genre mon mec devant une caméra et je sais que ça va être vu en prime time, laisse tomber. J'y vais pas. Moi, je serais incapable de rouler une galoche déjà dans la rue, j'y arrive pas, alors devant une caméra. Moi, je l'ai fait pour First Kiss, tu te rappelles? Ah ouais, comme alors j'ai fait en tant que toi. Ah ouais, non mais toi, ça me dégoûte en plus ces galoches. Ouais, je sais, moi aussi ça m'a dégoûté, mais c'était le bout de jeu, je pouvais pas ne pas le faire. Ah, ça me dégoûte de voir des gens se mélanger la langue à la télévision. Je suis désolé de dire ça, mais j'ai un truc avec ça, je pense aux bactéries. Non mais il revient avec ses bactéries. Oh là là, le mec, il va embrasser avec toujours les bactéries. Oh là là, il va embrasser avec le masque comme ça. Il faudrait créer des capotes de langue. Je crois que ça existe. Bien sûr. Ça s'appelle du cellophane. Merci, c'est un peu différent. Allez, vous allez deviner un autre sujet ou une autre personnalité influente au travers de ce commentaire. J'aime Isabeau, mais on dit que tu la copies, alors que tu es l'une des candidates les plus anciennes et que tu proposes ce genre de contenu depuis longtemps. De qui va-t-on parler? Moi, je sais parce que je la suis. Victoria. Alors, tente, Pablo. Moi, je suis pas très fort, mais Victoria Meo. Victoria Meo, qui est devenue maman récemment. Ouais. Non, c'est pas Victoria Meo. Okay, moi j'arrête. Laura Lampica. Oui, c'est une excellente réponse. En effet, c'est Laura Lampica. Dans une vidéo, Laura explique qu'elle en a marre de se faire comparer à d'autres influenceuses parce qu'elle partage ses outfits. Elle ferait notamment référence à Isabeau, selon les commentaires, bien sûr. Regardez. Il n'y a pas à comparer les gens comme ça, hein. Non, parce que dès qu'on vous poste un outfit, en fait, on est comparé à d'autres influenceuses. Il n'y a pas un souci, là. Alors, le partage de outfit est une trend et surtout une tendance du moment qui vient des États-Unis et c'est là depuis un petit moment déjà. D'ailleurs, pour toutes celles qui me suivent depuis longtemps, vous avez pu remarquer que ça fait belle lurette que je vous propose donc à chaque fois mes tweets of the day. Soit ça, soit les chit-chat make-up où je défonce les mecs. C'est un peu ma marque de fabrique, on va dire. Ah oui, c'est vrai, elles font toutes pareilles, dit-elle, alors que soudainement, elles adorent le matcha et surtout, elles se sont pris une passion enivrante pour le pilate. Sans oublier le retour des ballerines, alors qu'à la base, t'es super moche, t'avais plus des pieds. Vous voyez, vous aussi, vous faites tout pareil, vous suivez une trend, une tendance. Alors, pour votre gouverne, j'adore le café, je déteste le matcha, et je vais pas commencer à boire du matcha parce que c'est hype. Pour moi, on dirait du gazou.
C'est trop beau les ballerines. Mais c'est horrible. Oh, c'est horrible. Ah, j'adore les ballerines. J'ai vu qu'ils en ont fait dans les collections. Et ça hommes. pue les pieds. Achetez-les parce que moi. Ah, j'ai vu un mec là toujours dans les métros avec les ballerines. Un Oui, garçon. mais j'ai prévu de me prendre une paire de ballerines. Non, mais vas-y, moi je viendrai pas. N'apparaît pas devant moi avec ça. Mais ton mec est danseur à l'opéra. Oui, bah c'est pas pourtant qu'il met des ballerines, enfin. Bah si. Bah non. T'as mis le danse. Ah non, mais de toute façon, je leur interdirais de porter cette merde. Enfin, non, Bon, c'est bref, horrible, vous l'avez enfin. vu de toute façon. Elle ne cite pas Isabeau, mais tout le monde dit Isabeau dans les commentaires, ce qui nous suscite la question suivante. Est-ce que vous avez l'impression que c'est devenu presque une insulte sur les réseaux sociaux de dire « Oh, t'es en train de faire ta Isabeau ?» Non, mais c'est Ça vrai. a l'impression. Je ne pense pas que ça voulait vraiment arriver jusqu'à là, mais ça donne cette impression. Oui. Mais d'ailleurs, excusez-moi, alors à un moment donné, c'est Isabeau aussi qui elle copie le trend américain depuis des années. Tout le monde le fait. Alors, tout le monde pourrait se copier. Genre, comme des émissions d'Aja, il y en a d'autres, ils pourraient nous copier. C'est toujours comme Donne ça. pas des idées, donne pas des idées. Non, mais il y en a déjà. Tous les gens font ce qu'on appelle trend et on les suit tous. Ouais, mais ça revient quand même pas mal. Ce truc de « Ah, elle veut faire ça Isabeau. Ah, on dirait Isabeau. » Comment ça se fait que c'est le nom d'Isabeau qui ressort quand les utilisateurs des réseaux sociaux trouvent qu'une influenceuse fait des outfits ou essaie de se donner une jolie image, tu sais, un peu snob en présentant, mais en même temps marrante, fun et presque accessible. Ah, vas-y. Non, mais moi j'ai deux. Bon, déjà Isabeau, elle est quand même très connue. Et je dirais même qu'elle a une célébrité qui dépasse la sphère des influenceurs. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui ne suis pas beaucoup, ben, je connaissais l'existence d'Isabeau. Isabeau de la Tour. Exactement. Donc, ça dépasse en fait le strict cadre des influenceurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme tu l'as un peu dit, elle est aussi source de moquerie. Tu vas, sujette aux moqueries. Elle est victime de moqueries de pas mal de gens, etc. Elle est facile à copier. Tu l'as très bien imité, je me risquerai pas à le refaire, mais il y a un truc, tu vois, les codes en fait qu'elle suscite sont faciles à copier, un peu comme Nabila. Il y a beaucoup de gens qui veulent, moi genre, même dans mon entourage, j'ai des amis IES et des amis IS qui ils se mettent à imiter, qui depuis longtemps imitent Nabila. C'est-à-dire que tu as des personnages que tu peux imiter, tu en as d'autres qui sont beaucoup plus compliqués à imiter, tu vois, genre il y a des personnalités, tu es là, genre bon bah d'accord, il est très drôle, il est très connu, mais je peux pas l'imiter. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais en gros, ça les saoule. Il y a toute une partie des influenceuses comme Laura, ça les saule. Mais moi, je vois pas le côté négatif. Au contraire, ça pourrait être... je dis, t'as mieux. Pourquoi pas? Isabeau, elle est belle, elle est intelligente, elle est sympa. Ah oui, pour elle, bien sûr, c'est le retour c'est la gloire, quoi. Voilà, Laura, je pense que surtout que c'est le fait qu'elle fait ça depuis longtemps, elle en a marre qu'à sa fois qu'elle le dise, et en plus, elle le fait dans une façon très drôle. Oui. Donc, c'est pour ça qu'elle le fait, parce qu'elle sait très bien qu'elle va faire rigoler la toile. Moi, je l'adore. Bien sûr. Toi, c'était qui, à ton époque, des ch'tis, Charles, qui était tendance comme ça chez les candidates, que tout le monde avait envie de copier? Ouais, non, copier, non, je vois pas, mais celui entre guillemets qui était le beau gosse, machin et tout, qui plaisait le plus, c'était Jordan. Ouais. Ah, Jordan. Ouais. Plus atypique, on va dire. Oui. Et les femmes? Adixia. Ah oui, oui. Bah oui, Adixia, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, magnifique. Elle est toujours très belle. Allez, après juste, je finis là-dessus, mais il y a quand même une question, tu vois, de copyright et de droit d'auteur, tu vois. Dans quelle mesure Isabeau, tu vois, elle est propriétaire d'un trend? Elle peut pas être propriétaire d'un trend. Comme toi, tu peux pas être propriétaire de gens qui discutent de la télé-réalité assis autour d'une table, tu vois. Donc il faut aussi laisser chacun s'emparer de ces objets, et en l'occurrence, c'est montrer des outfits à tes stories. Bon bah, tout le monde peut le faire, même si c'est Isabeau, peut-être qu'il est importé en France. Oui, peu importe. C'est normal, après tout, Isabeau, faut le dire, elle est quand même devenue une référence. Exactement. En termes d'influence et de ce type-là d'influence. Donc forcément, elle devient aussi un exemple et une ref. Pour les autres qui les utilisent, comme on vient de le voir, et ça en met en colère d'autres, dont Laura qui a répondu avec beaucoup d'humour. On poursuit avec un autre comme un sujet. Allez, à vous de deviner. De qui on va parler? Prompt rétablissement au frère de cette jeune femme. J'espère de tout mon cœur qu'il s'en sortira. Déjà, on entend qu'on parle d'un sujet sérieux là. Ouais. Prompt rétablissement au frère de cette jeune femme. J'espère de tout mon cœur qu'il s'en sortira. Hermano? Moi, je sais parce que j'ai vu Camila. Oui.
Tout à fait, en effet. C'est de Camilla dont on va parler, puisque Camilla, elle s'est confiée au travers d'une story sur son compte Instagram, une story écrite, où on voit qu'elle est dans un hôpital et elle écrit « Je vis actuellement le moment le plus compliqué de ma vie. Je suis rentrée en France en urgence cette nuit. Mon petit frère est dans le coma avec un pronostic vital engagé. Je crois que je vais devenir folle. Je vous supplie de faire des prières pour lui. » Elle ne s'est pas exprimée, encore Camilla, quant à la cause du coma de son petit frère. Il y en a qui, malgré ça, sur les réseaux sociaux, lui disent « Je ne comprends pas que dans un moment comme ça, on puisse le poster tout de suite. » Est-ce que vous le comprenez? Pablo? Moi, c'est pas que est-ce que je le comprends ou pas, c'est que je n'ai pas envie de la juger sur ça. Si elle a senti le besoin à ce moment-là d'en parler aux gens qui la suivent, avec des mots, excusez-moi, mais qui sont tout à fait décents, qui sont tout à fait... Enfin, je les trouve assez puissants, en fait, les mots qu'elle utilise. Je vois pas pourquoi je la jugerais. Je dirais, mais pourquoi elle me parle de ça? J'ai pas besoin de le savoir. Non, elle a ressenti le besoin à un moment. Elle est dans c'est un moment de souffrance. Elle dit, j'ai peur de devenir folle. Donc, elle a peur pour son frère. Et si son refuge, à ce moment-là, c'est les réseaux sociaux, c'est pas le refuge de tout le monde. Il y a des gens qui vont se refermer dans leur bulle et qui vont dire moi, je veux surtout pas qu'on connaisse mon intimité, mes souffrances, etc. Elle, c'est aller parler à ses followers. Très bien, acceptons-le. Et même s'il y en a qui veulent lui répondre des mots gentils ou prier, comme elle dit, pour son frère, bah faites-le. Voilà. Et si ça ne vous plaît pas, n'allez pas l'insulter ou de foutre de sa gueule. Alors, au moment où on tourne, c'est vraiment au moment où tu es en train de parler, Pablo, qu'on est en train de me communiquer les dernières informations qui viennent de tomber, parce qu'au moment où on tourne, elle vient récemment de reprendre la parole, là, Camilla. Elle a répondu, je crois, à des rumeurs qui diraient sur les réseaux sociaux que son frère aurait eu un accident de voiture et aurait entraîné la mort d'un petit enfant de 6 ans. Donc voilà ce qu'elle a répondu. Continuez de prier avec nous, s'il vous plaît. Vos prières sont précieuses pour nous. C'est une torture psychologique et ne croyez rien de ce qui se dit sur les réseaux. Le cas de mon frère n'est aucunement lié à un accident de la route. Il n'a jamais été lié à un accident de voiture. Les dates ne correspondent même pas. Ce sont des mensonges. Même là, on veut nous nuire en calomniant sur nous alors qu'on souffre. Déjà c'est pas un mensonge, dans le sens que l'accident est réel, c'est arrivé le 9 avril, et il y a eu des morts, sauf qu'en fait, malheureusement, ils ont relié un site, a relié cet accident à l'effet que son frère était dedans. Alors, il me reste 2 petites phrases et tu nous expliques la suite. Non, parce que c'est intéressant aussi, Hermano. Merci à toutes les bonnes personnes et les personnes honnêtes. Que Dieu vous récompense grandement à la hauteur de votre bon cœur. Vos prières et votre soutien nous réchauffent le cœur. Et au nom de toute ma famille, merci. C'est quoi donc cette histoire d'accident? Oui, parce qu'en fait, le 9 avril, à Pen Mirabeau, à côté de Marseille, il y a eu un accident où en fait, il y a eu 2 véhicules qui se sont rencontrés et 6 personnes sont été blessées, entre autres un enfant de 6 ans qui a perdu la vie. Et effectivement, sur un site, en parlant de Camilla, ils ont relié les faits que le frère de Camilla était dans cet accident. Donc l'accident est véridique. Existe, mais ça ne concerne pas du tout le frère de Camilla. Donc, je promets, je ne sais pas pourquoi ils ont mélangé les 2 choses. Il est tous dans le même article, comme quoi il faisait partie de l'accident. Alors, de son côté, de ce qu'on me dit, Camilla dément que son frère ait un lien avec cet accident de voiture. Elle le dément formellement. Elle le nie. Ouais. Elle le nie complètement. Voilà. Et ben, on envoie toutes nos pensées, bien sûr, à Camilla, à sa famille et à son frère au moment où on tourne. Voilà, j'espère que tout va aller. Voilà, et on est de tout cœur avec vous. On poursuit avec un autre et un autre sujet, Charles. Tiens, allez, à toi de deviner. On va parler de qui? C'est vrai, la meuf, elle est toujours avec un sac Chanel. C'est Frézou, ça. Oui. Sarah Frézou. Oui. C'est une excellente réponse. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que Sarah Frézou, on la voit beaucoup dans The Power saison 2 avec son sac Chanel. Tiens, regarde Pablo, elle est tout le temps avec son sac Chanel. Et c'est vrai que ce sac Chanel, il avait fait le buzz parce que Sarah Frézou, elle avait fait un outfit of the day. Tiens, décidément, tous les sujets se lient. Où elle avait montré qu'elle avait acheté d'un coup 3 sacs Chanel. Toute la toile avait dit, mais c'est des faux, c'est des contrefaçons. J'avais même réussi à avoir l'information, j'avais investigué, j'avais appelé la société Chanel et tout. Il se trouve que ce sont des vrais Chanel. Donc les sacs Chanel et les sacs Hermès, ça poursuit Sarah Frézou. Et dans The Power, elle a tout le temps son sac Chanel à tel point que les internautes disent, mais c'est pas possible.
mais elle est égérie, elle rêve d'être égérie. Comment ça se fait qu'il est toujours scotché à elle? Et Sarah Frézou, elle a pris la parole. Je crois qu'on l'a, la vidéo, non. On n'a pas la vidéo, mais elle a expliqué, Sarah, qu'elle portait ce sac Chanel pour cacher ses paquets de cigarettes en tournage. Elle est magnifique, sa story. Franchement. Mais oui, il y avait une story. Si, il y a une story de Sarah. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez. Ouais, non, je crois qu'on l'a pas. Mais c'est dommage, parce que normalement, il y avait une story. Elle est super belle, cette story. Elle explique qu'effectivement, elle a un sac Chanel et met juste dedans ses clopes. Et elle continue à bouger avec parce qu'elle dit, je ne peux pas montrer les clopes. Là, le sac était belle. Et vous me demandez pourquoi je continue à regarder. Je regarde parce qu'au même temps, la production me demandait de cacher la marque Chanel. Elle ne pouvait pas. Et j'ai trouvé cette story hyper cool. Pourquoi? Bon, de toute façon, est-ce qu'on a vraiment besoin de se justifier pour le fait qu'on tourne dans une maison avec un sac? Non. Mais l'effet qu'elle fait de la prévention, parce qu'elle dit même, oui, c'est dégueulasse fumer, il faut que vous arrêtez de fumer, c'est pas du tout bien pour la santé. Oui. Je l'ai trouvé hyper drôle de mélanger le fait que les gens se moquent d'elle parce qu'elle fait un tour avec le sac Chanel et en même temps, elle te fait la prévention pour les clopes. Donc voilà, c'était super drôle. Mais comme tu dis, c'est drôle aussi que les sacs, elle la poursuit, quoi. Tu te rappelles quand tu t'es moqué d'elle avec Hermès? Ah bah oui, non, mais ça par contre je peux plus. Moi, les trucs, les trucs comme ça, là où tu déballes et où tu fais des clics comme ça sur les box pour montrer le sac que t'as acheté, je peux plus. Même Florence Foresti, elle en avait fait un sketch où elle sente là tout. Ah, tu vas te boucher une oreille tellement tu respires fort. MDR. C'était trop drôle. Mais il y a des gens qui ont des rapports fétichistes à certains objets et à leur sac. Franchement, je peux comprendre. C'est pas mon cas, mais je vois certaines personnes, des femmes comme des hommes d'ailleurs. Bon, bah, ils sont là avec leur sac, ils sont trop contents de leurs accessoires, tu vois. Enfin, c'est comme une bague, tu vois. Genre, moi j'ai toujours les mêmes bagues au doigt. Bon, bah, c'est pareil, tu vois. Genre, et pour certaines femmes et certains hommes, bon, bah, c'est leur sac à main, tu vois. Genre, elle est toujours avec son sac, moi, ça me va très bien. Mais c'était pas du tout le cas, hein. Non, mais après, c'est vrai que quand tu regardes les images de l'émission, t'as l'impression qu'elle veut un peu pousser ce sac, toi, genre Jean Chanel. Mais c'est pas du tout le cas, elle est super drôle. Attendez, juste entre parenthèses, il est très beau en plus son sac. Moi je comprends qu'elle le mette en avant, tu vois. Il est très joli. Franchement, t'aurais le Jacques Mus qui est là, enfin genre toi aussi tu te trimballerais comme ça tout le temps, hein, enfin. Et juste pour la petite info, le sac Chanel qu'elle porte, Sarah Frézou, c'est un sac qui cartonne chez les femmes de footballeurs. Ah bon? Ouais, il y a eu un moment, il y a 2 ou 3 ans, toutes les femmes de footballeurs avaient ce sac Chanel. Ce sac en noir. Ah bah voilà. Écoute. Voilà, pour la petite histoire. C'est un cuir grainé avec une anse. Il y a peu de anse. Ah là là, il a le connaît là. Généralement, c'est les chaînes. Cuir grainé et tout, oui. Enfin, il a le vocabulaire. Excusez-nous, monsieur. On dit même, ils appellent ça cuir caviar. Ah bah c'est encore mieux. Eh bah vas-y. Ça, c'est vraiment pour les femmes de footballeurs. Bah regardez qu'est-ce qu'il a fait lui de ses sacs. Donc à un moment donné, on va se voir. T'es en train de critiquer Jacques Mus? Bah oui, là-bas. Ouais, pourquoi t'as dit quoi? J'ai pas compris. Bah je dis, regarde lui, qu'est-ce qu'il a fait des sacs. Ah oui, c'est vrai, il les met en exposition. Voilà. Mais c'est vrai, t'en fais des objets de déco, des sacs. C'est un objet pop culture. Comme moi. Voilà, comme je trouve. Charles, toi, t'avais tes petits trucs en tournage, t'avais un sac, tu fumais, tu cachais des clopes. Non, moi je fume pas, je me suis jamais drogué, donc je cachais rien du tout. Non. J'étais moi-même. C'était pas ma question. Ouais, mais c'est le rapport. C'est un rapport. C'est souvent les trucs qui reviennent quoi. Dans les tournages, on me dit ouais Charles, t'as fait ceci, t'as fait cela. Non, jamais de la vie. Non, mais de la vaseline ou je sais pas quoi. Non. Non, mais tu vois, je sais pas, tu peux cacher plein de trucs. Alors, si le seul truc qu'on cachait nous, c'était durant les Princes de l'amour, je me souviens, parce qu'on n'avait pas le droit de boire la semaine, et du coup, on planquait des bouteilles pour le dimanche. De l'alcool de contrebande. Si je puis me permettre, vous les planquiez où? Dans les armoires en haut. Ah, ok, d'accord. Et toi, t'avais tes petits trucs fétiches, tu prenais quoi par exemple dans ta valise? Moi, à l'époque, je prenais des Shambhala. C'était l'époque des Shambhala. Ah, les bracelets. Ouais, les bracelets Shambhala. Ouais. Tu sais, c'était les bracelets avec plein de boules comme ça. C'est vrai que c'était grave à la mode. Ah oui, où tu pouvais écrire ton nom. Ouais. Enfin, là, c'était sur des strass. Moi, j'avais des strass. Pardon, j'ai jugé dans mon regard au moment où je l'ai dit. Moi, j'avais ça. J'embarquais tout le temps ça et après ma chemise fétiche, quoi. Et ton bandana. Et ton bandana, bien évidemment. Mon petit Charles, on va passer au dossier de la semaine et on va accueillir Maître Maghrebi, qui est avocate pénaliste et notre nouvelle invitée. Donc mon petit Charles, tu peux aller te refaire une petite beauté, t'as tout qui t'attend. Le café, le thé, les petits gâteaux, les bonbons. Ça se passe de ce côté-là et on se retrouve pour la jafter. Hein. Allez, ça marche. On se retrouve pour la jafter. Allez, et nous, on poursuit avec le dossier de la semaine. On va vous parler de Cara, notamment, et de Frenchy Shore. Cara, elle a participé donc à la saison 1 de Frenchy Shore, aux côtés notamment de candidats tels que Melvin ou encore Judy. Cara, elle a participé également à la saison 2 de la franchise. Melvin n'y apparaît pas et Judy, elle intervient, comme vous l'avez peut-être vu, en fin de saison.
Cara, elle accuse le candidat Melvin d'agression sexuelle à 2 reprises, dont une en dehors du tournage, avec la complicité de Julie, de ce qu'elle a expliqué. Donc ce sont des lourdes accusations. On va vous parler des défenses des différents protagonistes, des démentis, des procédures en cours ou éventuellement des procédures à venir. On a tout analysé, on va tout analyser. C'est notre dossier de la semaine. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Maître Maghrebi, vous travaillez entre Marseille et Paris, c'est ça? Exactement. Vous êtes avocate pénaliste. Oui. Vous nous expliquez en quelques mots ce que c'est avocat pénaliste? Avocat pénaliste, c'est défendre des personnes ou des personnes physiques ou morales devant les tribunaux pénaux lorsqu'elles sont poursuivies. Enfin, moi, je suis plutôt victime, donc lorsqu'elles sont poursuivies ou lorsqu'elles portent plainte pour des faits d'atteinte à la personne ou d'atteinte au bien. Je vais donner un exemple. Le pénal, ça va être du vol, ça va être de la diffamation, tout ça, c'est des infractions qui sont qualifiées comme étant du droit pénal, parce qu'il y a plusieurs matières en ce qui concerne le droit. Donc vous avez eu l'habitude de défendre des victimes présumées? Oui. Est-ce que vous avez également défendu des agresseurs présumés, enfin qui étaient accusés? Des mises en cause. Ah, vous voyez, j'ai pas les termes. Oui. C'est pour ça que vous êtes là. Des mises en cause. Oui. Est-ce qu'il y a une différence dans la défense justement d'un mis en cause ou d'une victime? Ah ben, c'est pas du tout les mêmes règles qui s'appliquent, parce qu'on a des règles, il y a ce qu'on appelle le code pénal qui prévoit énormément de règles qui s'appliquent dans la défense d'une personne, qui soit mise en cause ou lorsqu'elle est victime, et il y a ce qu'on appelle les droits de la défense lorsqu'on va défendre un mis en cause, qui sont les droits inhérents et presque inviolables qui doivent absolument être respectés pour la personne qui est mise en cause lorsqu'on l'accuse d'une infraction pénale. Et il y a après les droits de la victime, ce à quoi elle a le droit durant le procès pénal ou durant l'enquête, pour pouvoir essayer de... Je ne vais pas dire de se défendre, parce qu'en réalité, ce n'est pas à elle d'apporter la preuve de ce qu'elle invoque, c'est le procureur, c'est le parquet qui a l'opportunité des poursuites, c'est lui qui décide, qui est garant, ce qu'on appelle le garant de l'ordre public, c'est lui qui poursuit le mis en cause, mais elle est là quand même en essayant de faire valoir ses droits de victime et d'apporter les éléments qui vont rendre plausible ce qu'elle invoque. Donc Maître Maghrebi, on est d'accord, vous êtes complètement neutre dans cette affaire? Alors là, pour le coup, oui, vous n'êtes complètement. Ni du côté de la victime, ni du côté du mis en cause. Absolument. On est d'accord. Et vous êtes là justement pour nous apporter vos connaissances, votre analyse du dossier que vous avez étudié, et surtout nous communiquer les enjeux juridiques de ce dossier, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué à comprendre. Il y a des déclarations sur X, anciennement Twitter, il y a des déclarations sur TikTok, il y a des déclarations qui ont été faites en amont, d'autres qui ont été faites après. Vous êtes beaucoup à ne pas comprendre. Il y a eu aussi des défenses de Julie, des défenses de Melvin, des propos de Julie sur Aja il y a un peu plus de 2-3 mois. Donc on va essayer d'analyser tout ça. On va simplement essayer de décrypter et d'avancer pour vous faire comprendre cette histoire. Dans cette affaire qui a donc été sortie sur les réseaux sociaux, on a identifié, au moment où on a écrit ce sujet, 4 entités. Et c'est important de vous le dire, que nous avons contacté et à qui nous avons posé une série de questions factuelles par rapport aux différentes prises de parole des différents protagonistes. On a donc contacté Cara, on a contacté Melvin, on a contacté Julie, on a contacté la production, on a contacté le diffuseur également, Paramount. Chaque partie avait la possibilité de nous répondre, soit en présentiel, sur ce plateau, comme vous, Maître Maghrebi, soit en Zoom, donc en distanciel, au travers d'une vidéo, par écrit, par le biais de leur avocat. On a laissé véritablement à tous le choix, ou alors tout simplement le droit, parce que c'est un droit aussi, de ne pas répondre. Et c'est important de le préciser. Alors, je vais essayer d'abord de vous faire l'historique, et puis après, Maître Maghrebi, Pablo, Hermano, vous pourrez également tout nous expliquer. Alors, tout a commencé lorsqu'Aquababe a publié donc, sur son site un article parlant qu'un plan à 3 entre Melvin, Julie et Cara aurait eu lieu après une sortie en boîte de nuit. Par la suite, le blogueur explique que selon ces informations provenant d'une autre candidate, Cara aurait dit en interne qu'elle avait subi une agression intime avec la complicité de Julie, alors que de leur côté, Julie et Melvin avaient fait un plan à 3 consenti, précisant que l'étreinte avait été filmée. Cara ne souhaitait pas que cet article soit publié. Elle a été d'ailleurs, Cara, contactée par nos soins à ce moment-là, à cette époque-là, et elle ne souhaitait ni s'exprimer, ni témoigner. Par la suite, Julie, elle a été présente sur Aja, pas du tout dans le cadre de cette histoire-là, mais elle a décidé de prendre la parole d'elle-même pour se défendre, expliquant qu'elle en avait marre
de garder le silence face aux insultes qu'elle se prenait sur les réseaux sociaux depuis la mise en ligne de l'article d'Aquabeb. Je vous propose de revoir cet extrait. Qu'elle s'acharne sur Twitter, etc. Franchement, ce sera la dernière fois que je parlerai d'elle aujourd'hui. Je ne parle pas d'elle sur les réseaux, je m'attarde pas sur ce qu'elle dit. En fait, moi, je suis dans le silence. Je garde le silence depuis longtemps parce que je trouve qu'elle est très, très manipulatrice. Beaucoup de choses m'agacent, en fait. Chérie, les accusations que tu portes contre Melvin sont totalement fausses. Melvin est venu sur le tournage de la saison 2. On a fait des plans avec Melvin. Et c'est lui-même qui allait dire à tout le monde qu'il avait baisé Cara, parce que c'était vrai, on a fait un plan 3. Et ça s'est très bien passé. C'est Cara elle-même qui a démarré ce plan 3, elle s'en est bien régalée. Elle profite du silence que tout le monde a dit de donner pour attaquer en fait indéfiniment moi et tout le monde. En fait, cette meuf, elle est remplie de haine, elle attaque tout le monde. Mais elle, c'est parce qu'elle a peur, en fait, c'est tout. Elle a peur, elle ne voulait pas le dire. Bon. Tout ça, c'est une histoire justement qui est montée parce que c'est une personne qui n'assume rien. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai monté un dossier en justice qui est plus qu'en béton. Moi, je suis protégée, je sais très bien ce qui s'est passé. Elle est là, elle a que des propos diffamatoires de partout. Elle est énervée, elle est remplie de haine, elle s'attaque à tout le monde. La seule personne qui est en train de mentir à leur juge, c'est elle. Et moi, ça commence à m'agacer. Dans l'accusation, c'est la personne qui a été accusée que tu donnes là. Lui, il est harcelé. Bon, c'est un mec, forcément, c'est compliqué comme position. Tout le monde le voit comme un fou. Tout le monde lui déverse de la haine. Et c'est pas normal, moi. Je pense que c'est mon cas. C'est mon cas. Julie, elle a son truc en béton. Moi, je trouve que, tu as vu, là, auquel cas, encore une fois, voilà, on sait pas, etc. Il n'y a pas de souci. Auquel cas, c'est réel, là, ce que Julie a dit, ça veut dire que toute la haine qui est déversée sur Melvin depuis des mois, le fait qu'il n'a pas pu être là pour un truc qu'il n'a pas fait, c'est grave. Donc pour l'explication, Julie avait fait cette prise de parole sur Aja à la suite d'une question qui tue en lien avec des critiques de Cara sur un BBL éventuel qu'aurait fait Julie. Suite à cette prise de parole de Julie, Cara, elle s'est exprimée via le réseau social X, donc anciennement Twitter, et on a pu lire à partir du 16 janvier 2025 « Je me suis fait agresser 2 reprises par un même individu, la deuxième fois avec la complicité de la copine. Je n'ai jamais voulu parler de ce traumatisme, mais vu qu'on m'y force. Julie m'a admis devant témoins qu'elle prenait du plaisir à droguer les gens à leur insu. Julie a pris des vidéos de moi pendant que j'étais sous GP et juste avant que je fasse une overdose et les a montrées à de nombreuses personnes, dont les personnes du casting de Frenchy Shore. Mon agresseur a reconnu et s'est excusé. Ça ne l'a pas empêché de recommencer et pas juste avec moi. Mais alors que Julie s'était exprimée et que Cara avait pris la parole sur Twitter, Melvin prend la parole quelques temps après, peu de temps plus tard, sur la chaîne YouTube d'Aaron. Ce n'est même pas la principale concernée de l'histoire qui a parlé. Je sais très bien ce que j'ai fait et je sais très bien ce que je ne ferai jamais. Tout le monde sait ce qui s'est passé. On était chez Julie, cette personne est venue chez Julie pour discuter. On a été en soirée, on a fini chez Julie. De base, je ne voulais pas faire ce plan à 3. Cara a commencé à me chauffer, on a parlé avec Julie, et ça s'est fait. Le lendemain matin, Cara nous envoie un message. On a grave kiffé, ça sera à refaire. Mais pourquoi tu envoies ça si pour toi, ce n'est pas consenti? Il y a des vidéos où on voit ces personnes kiffer. Lors de l'épisode The Reunion, Cara nous demande de ne pas parler de ce qui s'est passé, car elle a un mec en dehors. Il faut toujours croire les victimes, sauf si des preuves prouvent que. Donc bien évidemment, hein, après cette prise de parole qui date un petit peu, et 2 mois après ses premiers tweets, Cara, elle commence d'abord avec la publication d'un document de la part des avocats de Melvin et Julie qui ont adressé donc une citation directe devant le tribunal de Paris en diffamation, avant qu'on découvre la prochaine prise, la seconde prise de parole de Cara, cette fois-ci sur TikTok, Maître Maghrebi. Est-ce que vous pouvez nous préciser, nous expliquer ce que c'est une citation directe en diffamation? Ça signifie quoi? Ça signifie que les deux se considèrent comme étant victimes d'une diffamation, c'est-à-dire que des propos auraient été tenus à leur encontre qui portent atteinte à leur honneur. Partant de là, ils saisissent le tribunal, donc le tribunal judiciaire, pour demander à ce que l'auteur de ces propos considérés comme étant diffamatoires soit sanctionné. Et puis juste, c'est pas une plainte. Parce qu'il pourrait faire une plainte en diffamation. C'est quoi la différence entre une plainte? La plainte, la citation, c'est-à-dire que en fait, là, on a cité directement Cara devant le tribunal. Donc, normalement, il y a une date d'audience qui est fixée sur ce document-là. Donc, c'est comme une convocation devant un tribunal. La plainte, c'est un document qu'on va envoyer directement au procureur de la République, par exemple, par recommandé, ou lorsqu'on va se rendre dans un commissariat pour dénoncer une infraction dont on a été victime. Le fait d'accuser quelqu'un de
c'est considéré comme de la diffamation. Bah alors là, on ne sait pas quels sont les faits qui ont été mis en avant dans la citation pour savoir exactement ce sur quoi le tribunal est saisi. Mais si on a été victime de on a le droit de dire publiquement cette personne c'est pas de la diffamation. En réalité, on peut déposer plainte pour tout et on peut saisir le tribunal pour tout et après c'est le parquet qui apprécie et c'est le tribunal qui apprécie. Donc voilà, ils ont le droit de saisir. Maintenant, sur quoi ils ont saisi? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Quels sont les éléments de preuve? On ne le sait pas, mais c'est leur droit. En tout cas, c'est leur droit. Et je vais vous communiquer dans quelques instants qui a souhaité répondre. Je vous ai expliqué qu'on avait contacté 4 entités. Cara, Julie Melvin, la production et également le diffuseur. Donc je vous communiquerai leur réponse ou leur non-réponse dans quelques instants. Je vous propose dans un premier temps de découvrir donc, la seconde prise de parole de Cara qui cette fois-ci n'était pas au travers d'écrits mais était notamment sur le réseau social TikTok. Bien évidemment, on l'a raccourci. L'intégralité de ces vidéos sont disponibles au moment où on tourne, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Regardez. Je me rappelle que quand j'arrive au Beach Club, c'était une journée caniculaire. On commande un énorme Magnum. Moi, je suis super contente. Je me dis que c'est ma sortie, que je vais me lâcher. On rigole, on boit. Moi, je bois un peu plus que les autres. J'ai arrêté de compter mes verres à partir du 5 ou du 6e. J'ai énormément bu. Arrive le moment où on doit rentrer à la villa. À ce moment-là, je suis totalement ivre. Je trouve que c'est un euphémisme. Je suis plus là. J'ai pas fait beaucoup de blackout dans ma vie. Avant celui-ci, j'en ai fait un. Tout ce que je vous raconte, tout ce que là je vais vous raconter jusqu'à... De toute façon, vous verrez. C'est ce qu'on m'a rapporté. Des témoignages de personnes qui étaient là. Moi qui ai mis les choses bout à bout avec les images des épisodes. Arrive le moment où je me retrouve dans le jacuzzi avec les 3 garçons. Les 2 qui étaient invités de base sortent de la piscine suite à une altercation violente qu'on aurait eue ensemble. Et me laisse seule avec le garçon qui n'était pas invité à la base. D'après les dires de candidats qui étaient là à ce moment-là, ils n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'il était resté seul dans le jacuzzi avec moi. C'est comme s'il attend, en fait, il guette un peu. Au moment où je reprends mes esprits, je suis allongée dans la baignoire, des garçons en train de me vomir dessus. J'ai des infirmiers autour de moi, des infirmières. Et la première chose qui m'a interpellée, c'est qu'il y avait une personne de la chaîne qui était là. La deuxième fois où je me réveille, c'est des heures après, je me réveille pas naturellement, je me réveille de douleur. La douleur la plus vive étant celle que je ressens en bas du ventre. Ok, donc c'est la fin du tournage, je rentre à Paris, une candidate me contacte. On s'était pas vraiment quitté en bons termes. Très rapidement, elle est venue sur un sujet où je sentais que elle était pas vraiment à l'aise. En fait, elle me parlait sans vraiment me parler. Elle m'explique que il s'est passé quelque chose le jour du Beach Club, quand je suis rentrée à la villa, et qu'il en a profité pour m'agresser sexuellement. Voilà, pourquoi ces accusations, pourquoi cette histoire, pourquoi les défenses qui sont mêlées, pourquoi elle est vécue avec complexité sur les réseaux sociaux? C'est compliqué à analyser parce que tu as des histoires différentes. Alors déjà, premièrement, on parlait d'un rapport à 3 entre donc Julie, Melvin et Cara, où elle disait selon les tweets, être sujet. Elle faisait certaines accusations et après elle ajoutait « j'ai subi des violences 2 fois ». Donc on découvre qu'il y a un deuxième hypothétique rapport pas consenti. Et sur ces vidéos-là, donc... Ça, c'est après le passage de Julie. C'est après le passage de Julie découvre à Aja 213. Voilà, qu'on découvre que ça se serait passé 2 fois. Jusqu'à présent, on avait l'article d'Aquababe qui, au moment où on tourne, a été supprimé. Du fameux plan A3. Voilà, qui parlait dans le plan A3. Voilà. Au moment qu'elle dit 2 fois, on se demande c'est laquelle la deuxième fois. Et on découvre maintenant, sur tous ces vidéos TikTok, elle parle de cette fameuse scène de la jacuzzi dans la saison 1. Où elle a fait une soirée et ils étaient alcoolisés et c'est passé ce qui s'est passé, sous les yeux de tout le monde. Donc déjà là, tu ne comprends pas parce que ça veut dire que c'est arrivé quelque chose 2 fois, mais Julie, elle ne part pas de la jacuzzi, mais elle part
que de ces fameux plans à De la soirée qui avait lieu en dehors du tournage. dehors chez Julie, où les trois étaient consentants. Et apparemment, il y avait des vidéos où tous les trois, ils voulaient faire ça. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Melvin, dans les vidéos chez Aaron, il explique qu'il ne part pas du tout de la jacuzzi, il part encore de ce fameux plan à 3 en disant qu'en plus, il a reçu un message de la part de Cara le lendemain en disant « c'est bien, il faut que l'on refasse ». Mais il ne peut pas les montrer parce qu'il a reçu son Snapchat. Et Snapchat, 24 heures après, le message disparaît. Et il aurait reçu, le jour avant de la retrouvaille, ce fameux message où Cara dit « je ne veux pas qu'on en parle parce que je suis en couple ». Donc, c'est pour ça que c'est hyper compliqué à comprendre parce que tu as l'impression que les trois partent de moments différents. Donc ça, c'est la version de Melvin et de Julie. Et des Julie. La version de Cara, elle est complètement différente. Pablo, avant que je vous donne la parole, Maître Maghrebi, comment tu as découvert cette histoire sur les réseaux sociaux en préparant le sujet? Est-ce que tu l'as trouvée complexe? Si oui, pourquoi? Elle est à la fois complexe, mais elle est classique dans sa complexité lorsqu'on parle de sujets liés à des... ce que je veux dire, c'est que ce qui est compliqué, c'est comment est-ce qu'on construit la vérité. La vérité, là, elle se construit à partir de récits. Le récit de la victime présumée, Cara, le récit des agresseurs présumés, des mises en cause, Melvin et éventuellement Julie. À cela s'ajoute la question de la production, qui en plus aurait tout filmé. Parce que eux, la scène du jacuzzi, ils ont la scène du jacuzzi, Cara dit qu'ils ont découpé pour faire comprendre que c'était pas... Mais en vérité, il y a tout ce qui s'est passé avant. Eux, ils ont vu éventuellement s'il y a eu consentement ou non verbal ou physique de la part de... Parce qu'on peut avoir un consentement, un non-consentement physique. Hein. Si on fait ça avec son corps, ça veut dire qu'on ne veut pas... pas besoin de dire non pour montrer avec son corps qu'on ne veut pas du rapport. Ce que je veux dire, c'est que... Et comment est-ce qu'on crée la vérité à partir de tout ça? C'est compliqué. Souvent, ce que fait la justice, elle dit « moi, j'ai besoin de preuves ». C'est-à-dire des preuves. Une des preuves, ça peut être la vidéo, ça peut être éventuellement des témoins, ça peut être... Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui font qu'il y a preuve. Et la dernière chose que je veux dire qui est quand même qui est importante dans cette question de la vérité, c'est qu'il y a un courant dans le féminisme qui est très fort en ce moment, c'est le courant de « on te croit ». C'est-à-dire que « on te croit », ça veut dire « tu es une victime présumée », tu dis que tu as été victime, donc ce que tu dis, c'est vrai. Moi, je préfère le « on t'écoute » à « on te croit », notamment lorsqu'il y a la justice qui rentre dedans. C'est-à-dire qu'on écoute, on est en empathie en fait avec Cara qui dit qu'elle a été victime de... Il ne faut pas quand même oublier, hein, ce qu'elle dit, c'est très lourd. Hein. Être victime, c'est un traumatisme, et pour le corps et pour l'esprit. Le verbaliser, qui plus est, via un écran, c'est pas rien, en fait, ce qu'elle fait, Cara. Donc, je pense qu'il faut écouter ce qu'elle a à dire et ensuite laisser la justice faire son travail. Mais encore une fois, la complexité de cette affaire, c'est la complexité dans toutes les affaires, dans beaucoup d'affaires de la recherche de la vérité. Exactement. Tu parles de cette séquence du jacuzzi dont parle Cara, parce qu'en parlant de cette séquence du jacuzzi, sauf erreur de ma part, Cara, elle dit que ça aurait été en présence, c'est ça? Et c'est ça aussi qui a frappé les utilisateurs des réseaux sociaux, en présence d'autres candidats qui auraient assisté, de membres de la production et de membres de la sécurité, c'est ça? Alors, apparemment, la situation était telle qu'ils rentrent dans soirée, ils sont 4. Ils arrivent dans la jacuzzi. Il reste que 2. 2 garçons, ils partent. Elle reste qu'avec un garçon. Et... Oui, voilà, je ne citais pas parce qu'elle ne cite pas, mais c'est Melvin, apparemment. Dans la maison, dans la villa, les autres candidats regardent la situation. OK? Et en même temps, il y a forcément les caméramans, voilà, la sécurité, et il y a toujours la production qui a un œil sur sur tout ce qui se passe. Et c'est là qu'elle dénonce, dans ses vidéos, j'ai l'impression qu'elle prépare comme un terrain en nous expliquant tout ce qu'il y a derrière. Elle ne se sentait pas appréciée, il y avait des problématiques qui sont perdurées tout au long de la saison, jusqu'à arriver à ce moment-là où elle s'est sentie, disons, abandonnée parce que personne, alors que tout le monde savait qu'ils étaient tous arrosés, ils avaient tous bu de l'alcool,
personne, il a dit, il faut la sortir. Mis à part, apparemment, une candidate qui serait la même candidate qu'elle aurait appelée à lui. On reconnaît qu'elle parle d'Ouriel. Ok, ok. Bah, c'est ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. sociaux. Elle parle d'Ouriel, que théoriquement, elle aurait appelé quelques mois après, 3-4 mois après, en lui disant, il faut que je te raconte qu'est-ce qui se fait à la Jacuzzi. Et c'est comme ça que Cara, elle découvre. Elle fait les liens, elle se dit, attends 2 secondes, tout le monde sait, tout le monde voit, parce qu'il y a des vidéos. Elle s'en prenne officiellement à la production, autant que sur certains tags, sur X, maintenant elle a enlevé sur des tweets, elle avait noté vraiment la production. Arthur, elle avait dit, dans tes émissions, ça se passe des trucs atroces. Là, tous les tweets ont disparu. Elle déclare qu'effectivement, l'annonce est partant pour cette chose. Elle a coupé un montage pour rendre la scène visible à tout le monde et pour que personne ne puisse rien dire. Alors que de son côté, Ouriel semble démentir avoir tenu ces propos-là à Cara et lui avoir révélé ça. Et les candidats, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils postent par exemple un TikTok, ou une trend, ou une story qui a rien à voir, et on a remarqué, ils se prennent des commentaires en mode « vous êtes complice » à la suite de ces propos. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, je m'adresse à vous là, maître. Est-ce que ça veut dire que si des candidats étaient présents, des membres de la production étaient présents, des membres de la sécurité étaient présents comme elle le dit, ça rendrait tous ces membres-là complices? C'est quoi? C'est non-assistance à personne en danger? Ça pourrait être considéré comme étant de la complicité. Parce que être présent et ne rien faire, c'est de la complicité. Tous. Tous. Autant qu'ils sont. S'il y en a un, il y en a 2, il y en a 10, ils sont tous complices. Mais j'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit en ce qui concerne la vérité. La recherche de la vérité. En matière de justice, on ne recherche pas forcément la vérité. On recherche les éléments de preuve qui vont venir appuyer ou qui vont venir caractériser l'infraction. C'est-à-dire que si on est dans une affaire de... Il y a plusieurs conditions qui doivent être réunies pour que le puisse être retenu. Lesquelles? Donc, par exemple, là, tout est très bien défini dans l'article 222-22 du Code pénal, mais ça va être des actes de soit physique, soit peu importe, un acte de pénalité. Oui, c'est pas forcément le pénal. Voilà, c'est un acte de pénalité qui va être fait par la surprise, la contrainte, la menace. Voilà, c'est plusieurs éléments sans le consentement de la victime. C'est même pas, en plus dans le texte, c'est même pas écrit sans le consentement de la victime, mais c'est presque qu'on la force. C'est en la forçant à faire ça. Donc le juge, lui, il n'arrivera pas à voir la vérité parce qu'en réalité, il n'était pas présent, personne n'était présent, on ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. Par contre, quels sont les éléments qu'on va avoir, les éléments objectifs qui vont pouvoir rendre plausible l'histoire qu'on est en train de nous raconter. Et le juge, lui, il va devoir décider en fonction des éléments qu'on lui apporte, mais aussi en fonction de son intime conviction. Et c'est là où je voulais rebondir parce que, en réalité, tu peux être sûr et certain quand tu es sur de la flagrance. S'il y avait des vidéos, s'il y a des aveux, mais détaillés avec des éléments. Oui, mais si on écoute Cara, il y a une vidéo. Mais si par exemple, on n'a pas ça, si on n'a pas les vidéos, parce qu'on ne sait pas si elles vont être produites, pas produites, là pour l'instant, on n'a pas vu. En fonction de ce qu'elle va dire et en fonction de ce qui va être dit en face, quelle est l'histoire qui va être la moins cohérente? Quels sont les éléments qui vont venir corroborer ça? Est-ce qu'on a un faisceau d'indices qui va venir corroborer ce que dit la victime ou ce que dit le mis en cause? Et là, le juge, il décidera en fonction de son intime conviction. Et donc, des fois, on a des personnes, des tribunaux qui entrent en voie de condamnation et qui vont condamner, alors qu'en élément matériel, on n'a pas d'examen médical, on n'a pas d'ADN, on n'a que des dires, entre guillemets. Et on a d'autres cas où on a de l'ADN, on a des éléments concrets qui disent qu'il y a eu un acte, qu'il y a peut-être eu de la contrainte, et là, on a une relaxe, ou on a un acquittement, ou on a un non-lieu. Mais pour en arriver là, il faudrait ouvrir une enquête. On est d'accord qu'une citation ne permet pas l'ouverture d'une enquête. Là, ça n'a rien à voir. Là, ça n'a rien à voir. Oui, Il y a deux ça n'a rien à voir. Là, il y a la diffamation et il y a le... Merci, Mel. Non, mais t'as raison, Hermano, parce que c'est un peu confus. D'un côté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a Julie et Melvin qui disent « Ok, ce que tu as dit sur nous, on est reconnaissable, on estime que c'est complètement faux et en plus, ça impacte notre honneur, notre réputation, etc. Donc, on va te poursuivre au tribunal. » Et de l'autre, Cara a dit qu'elle allait, à partir du lundi, donc ça aurait été, selon nos estimations, le 7 du mois en cours, envoyer des plaintes à Béziers. On ne sait pas si la plainte a été déposée. Oui, est-ce que Cara a déposé plainte contre Julie, contre Melvin, contre la production? On ne sait pas encore. On ne sait pas.
C'est ça le problème aussi. On ne sait pas. Mais si cette affaire, elle est jugée, admettons que la production porte plainte, admettons que Cara porte plainte aussi, ils vont donc... Alors quelle affaire? L'affaire... Oui, du jacuzzi. D'accord, parce que l'affaire du jacuzzi... Oui, mais parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet diffamation, quand tu parles de c'est ça qui est des complexe. producteurs. Ça, c'est la diffamation, et donc on est devant le juge... Cara envers la prod. Alors, Cara envers la production, pour le... C'est pas du tout le même procès que la production envers Cara pour de la diffamation. Voilà. D'accord, ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir donc 3 enjeux juridiques. 3 procès. On peut avoir même 3 procès. Le procès de Cara pour le... et le procès de Melvin et Julie contre Cara pour la diffamation, et le procès de la production contre Cara pour de la diffamation. En sachant que Melvin, Julie et la production portent plainte ou saisissent le tribunal pour de la diffamation, parce que ça porte atteinte à leur image et à leur honneur, mais on ne remet pas en cause la véracité ou non de ce qui est dit. Et dans un tribunal, que ce soit vrai ou pas. Dans un tribunal, qu'est-ce qui se passe? Ils vont rechercher les éléments. Comme vous disiez, les éléments, c'est quoi concrètement? Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand même le juridique, surtout dans des affaires comme ça. C'est quoi? Est-ce que c'est la scène du jacuzzi, la vidéo? Est-ce que potentiellement elle peut être demandée? Ce qu'on appelle le rush. Ah bah bien sûr. Parce qu'il y a une enquête qui est ouverte, c'est le parquet qui est censé enquêter et vérifier est-ce que ce qui a été dit peut être corroboré par des témoins. Est-ce qu'on a des témoins? Est-ce qu'on a des enregistrements? Il y aura des expertises qui vont être, normalement, qui sont censées être faites, voir ce que les médecins disent au moment des expertises, mais bien évidemment qu'ils peuvent demander à voir ces vidéos. Et je pense que d'ailleurs, dans cette affaire, la clé en tout cas de l'affaire Jacuzzi, c'est la vidéo. Et dans le cadre de la vidéo, donc de ce qui serait, selon Melvin et Julie, un plan A3 et une agression selon Cara, mais qui n'a rien à voir avec le tournage et qui était en dehors, la vidéo que Julie et Melvin disent avoir, dans laquelle, selon eux, bien sûr, le juge peut demander à la voir? Bien sûr, le juge peut demander à la voir, mais en même temps, cette vidéo, elle va dire quoi? Alors, elle va confirmer qu'il y a eu une relation. Mais c'est pas contesté, personne ne conteste le fait qu'il y a eu des rapports. Ils disent maintenant, que c'est pour le consentement. Ils disent qu'elle était consentante. Ouais, sauf qu'elle dit qu'elle était sous stupéfiant. Oui, mais justement, j'ai une question. Parce que la loi ce qu'il y a pas de 2021 est assez claire et pas claire en même temps. Dans le sens que ils disent que si quelqu'un est sous alcool, drogue ou quoi que ce soit, même s'il dit oui, c'est pas être consentante. Parce que tu n'es plus en pleine possession de tes capacités. Ok, mais dans ce cas-là, par exemple, oui, mais dans la jacuzzi, lui aussi était bourré. Elle aussi était bourrée. Donc, c'est où la limite? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Si les deux sont bourrés, ça veut dire que les deux, c'est des fausses consentantes ou que c'est des vraies consentantes? Tu vois ce que je veux dire? Elle dit qu'elle ne l'était pas. C'est ça, en fait, c'est ça tout l'enjeu. Ça va être de chercher, et dans les vidéos, et dans les témoignages, des choses qui vont montrer qu'à un moment, elle a fait un geste ou des mots pour dire qu'elle n'était pas consentante. Et c'est ça l'enjeu. Et le problème, parce qu'on oublie aussi un peu, mais on est quand même dans un environnement qui est Frenchy Shore, donc cette émission, je parle du jacuzzi. Où le but, c'est quand même un peu qu'il y ait du dans tous les coins. Enfin, je veux dire, donc, la question fait partie de l'environnement, de l'atmosphère, tu vois. Oui, ils ont l'habitude de faire des bails entre eux sous les yeux des autres. Oui, mais c'est très important. Pour autant, le consentement reste quand même capital et il n'est pas présumé. Oui. C'est pas parce qu'on fait cette émission qu'on serait sur un consentement présumé. Je suis complètement d'accord. Il faut qu'à chaque acte, il y ait un consentement. Sachant que les textes aussi sont très clairs par rapport à ça. On peut dire oui au début et puis dire non pendant. Bah, si ça continue alors qu'on a dit non pendant, c'est un... Voilà, ou dire oui par exemple pour une pratique et non pour une autre. Et non pour une autre, exactement. Et là, sur ça, en tout cas, les tribunaux sont très clairs. Il n'y a pas de consentement présumé. Cara, elle dit avoir signé même un contrat, non? Pour la deuxième saison, elle a montré ça sur Alors ça, c'est un autre élément. Elle met « Voici un avenant que Aprod m'ont fait signer, m'assurant que je ne me ferai plus agresser en saison 2. » Dans cet avenant, il est écrit « Je reconnais que les comportements suivants sont interdits sur le tournage. Toute avance romantique ou non désirée, ni consentie, ou à destination d'une personne qui n'est pas en mesure de consentir, par exemple si le sujet est fortement sous l'influence de l'alcool. Humiliation, comportement ou langage agressif à l'égard d'autres participants ou du personnel de la production, toute agression physique incluant tout attouchement de nature
non consensuel ou comportement agressif à l'encontre d'un autre participant ou de l'équipe de production, tout comportement dans n'importe quelle partie de la maison ou du terrain qui, de l'avis de la production, est pénible pour les autres participants, par exemple la masturbation. On avait eu le cas dans une autre émission. Toutes les micro-agressions ou avances qui peuvent sembler anodines isolément, mais qui font partie d'un comportement cumulatif déplacé, je m'engage par conséquent à ne pas tenir de propos ou commettre d'actes tels que listés ci-dessus envers les participants à l'émission. On a posé, nous, toute une liste de questions à Cara, à la production, aux diffuseurs, à Julie et à Melvin. Et je vais vous lire un petit panel de questions qu'on a posées notamment à la production. Quand et comment Cara vous a-t-elle fait part des abus qu'elle aurait subis de la part de votre ancien candidat Melvin dans le jacuzzi durant la saison 1 et lors d'une soirée après celle-ci? À ce jour, quel retour avez-vous obtenu de vos équipes présentes sur place en saison 1? Ou encore, quelle est la nature du document posté par Cara sur X et présenté comme un avenant comportant des clauses spécifiques ajoutées à sa demande? Et il nous a été répondu par la production le message suivant par mail. Nous avons bien pris note de vos interrogations et des griefs formulés par Cara dans ses vidéos contre notre société ou son personnel. Nous aurions beaucoup à relever ou commenter. Cependant, les différents protagonistes cités ont aujourd'hui annoncé avoir engagé des actions pénales. Dès lors, compte tenu par ailleurs de nos engagements contractuels, notre société entend réserver ses observations aux autorités judiciaires. Nous précisons juste que le document cité par Cara dans un post sur X existait déjà lors de la saison 1 et est resté strictement inchangé sur la saison 2, bien cordialement signé le service juridique. Ce qui sous-entend, ce qui veut dire que tous les candidats ont signé ces clauses-là. Oui, mais sous-entend aussi que ce n'est pas un avenant, que c'est elle qui a signé par rapport à ce qui s'est passé dans la saison 1. Parce qu'elle, je suis désolé, mais quand tu regardes la story et elle poste ça, elle nous explique ils m'ont fait signer, j'ai signé pour que ça ne se reproduise pas dans la saison 2, ce qui s'est arrivé dans la saison 1. Donc, quelqu'un ignorant comme moi, en l'écoutant, pense « Ah, donc ils ont fait... » Déjà, je trouve bizarre que la prod, spécifiquement pour Cara, lui fasse signer un avenant comme ça. Ça veut dire qu'ils sont conscients de ce qui s'est passé dans la saison 1. Ça, c'est l'idée. Quand après, on découvre que ce n'est pas un avenant, mais c'est un contrat signé par tout le monde, alors tu te dis « Ah ben non, alors c'est pas la même chose, parce que tout le monde a signé la même chose. » Moi, il y a un truc que je comprends. En fait. C'est une clause du contrat et c'est une clause type. En réalité, qu'on retrouve dans beaucoup de contrats. Lorsqu'on intervient dans des situations où on peut être face à de la discrimination, des agressions ou autres, il y a des personnes qui veulent se protéger et qui se sentent presque obligées d'intégrer ça dans leur contrat, alors qu'en réalité, déjà, c'est dans le code pénal. Donc, ça n'a même pas de... C'est fait pour rassurer. C'est fait pour rassurer. Voilà, tu veux dire qu'il n'y aura pas de relation non consentie ou d'agression physique? C'est évident, c'est dans la loi déjà. Oui. On n'a pas le droit de discriminer personne. Et alors pourquoi la plupart? Parce que vous dites que c'est une clause qui est assez générale dans les tournages de télé-réalité. Dans ce cas-là, pourquoi la mettre? C'est une façon de sensibiliser, de dire attention, de faire un rappel des règles et de se protéger aussi. Et aussi rassurer, parce que quand on lit et qu'on signe, ça rassure. On se dit, comme là c'est une clause type qu'elle a signée elle aussi et que les autres ont signé, elle se dit, celui qui signe se dit... et puis en même temps, on a aussi un principe qui est qui me fait moi assez rire en droit, qui est que nul n'est censé ignorer la loi. Mais en réalité, quand on voit le nombre de normes juridiques qu'on a, il y en a plein qui ignorent la loi et peut-être qu'ils se sentent obligés par moment de rappeler la loi. Et donc ils ont trouvé ce système de clauses qu'on insère dans le contrat, qu'on fait signer pour rappeler là. C'est comme un peu le lu et approuvé dans les contrats qui n'a aucune valeur juridique, mais on le fait écrire pour que la personne prenne conscience qu'elle l'a lu et qu'elle approuve ce qui est écrit, alors qu'en réalité... bien remis en main propre. Voilà, alors que juridiquement, ça n'a pas de valeur. Et pourtant, on nous dit qu'il faut le faire. Pablo? Je voudrais revenir au fait qu'on est dans une télé-réalité où le principe, c'est aussi les rapports... Parce que, en vérité, vous voyez, au cinéma, par exemple, lorsqu'il y a des scènes qui sont proposées, qui sont des scènes non simulées... qui sont des scènes de justement simulé, maintenant est quasiment imposé sur les plateaux un coordinateur d'intimité. C'est-à-dire que dans le monde du cinéma, ils ont pris conscience que ces scènes-là pouvaient générer des traumas, alors qu'attention, on n'est pas sur des... Il n'y a pas de... pour le coup. Mais ça pouvait quand même générer des traumas, c'est totalement fictif, mais ça peut quand même générer des traumas, ça peut quand même générer de la souffrance chez l'un ou l'autre des protagonistes. Et donc,
ils ont inventé voilà, cette personne qui est coordinateur d'intimité, qui rappelle, en fait, qui essaye de faire que ça se passe bien. Ils ne feront pas parce que justement, la différence, et tu l'as bien expliqué, dans un cinéma, c'est fictif, donc c'est faux, c'est quelqu'un qui fait semblant, alors que ce qu'il veut dans une télé-réalité, c'est de la réalité. Dans le sens que ils devraient être suivis, pas par un personnage constant, mais pour un psychologue en continu qui lui explique, rappelle-toi que si il faut le consentement des deux parties, qu'il ne faut pas être bourré, nanana. Après, malheureusement, c'est la production même qui donne à boire aux candidats de la télé, surtout dans cette espèce de dans le Frenchy Shore. Donc c'est différent. Même au-delà de la télé-réalité, le problème du consentement, c'est toute une éducation qu'il y a à faire, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne comprennent pas ce qu'est le consentement, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne comprennent pas la limite, et on est obligé de les éduquer. Plusieurs fois, on a des jeunes mis en cause qui se retrouvent devant un tribunal en disant « mais je pensais vraiment qu'elle voulait ». Je ne comprends pas, qu'ils ne comprennent pas. Et les juges posent des questions pour essayer de voir si vraiment ils savent ce que c'est ou pas le consentement, et qui se retrouvent face à quelqu'un qui, en réalité, n'a absolument pas compris ce qu'était le consentement. C'est pour ça que c'est très important de peut-être essayer de vulgariser ce qu'est le consentement, d'expliquer, d'éduquer les jeunes, et même les moins jeunes, à ce qu'est le consentement pour éviter qu'on se retrouve dans des situations où on va avoir des dénonciations d'agression, de plaintes pour du viol, qu'en réalité, on est face à des fois, ça arrive vraiment qu'il y ait des mises en cause qui pensaient vraiment que elle a dit non, mais physiquement, elle voulait pas dire non, donc je pensais vraiment que c'était oui. Et qui sont sincères lorsqu'ils disent que vraiment, ils pensaient que c'était oui, alors qu'en fait, elle voulait pas, et c'était un non. Et si en plus à ça, tu rajoutes la question des drogues, que ça soit l'alcool ou en l'occurrence le on arrive pour la soirée partagée, c'est ça? Ouais, exactement. Mais dans les deux cas, en fait, comme l'alcool, certaines personnes en consomment pour se désinhiber. Par exemple, dans le cadre du chemsex, donc c'est une pratique qui, hélas, enfin non, je ne vais pas juger, non, j'enlève le mot hélas. C'est une pratique qu'ont certains homosexuels, où en fait... Pas que, mais c'est beaucoup quand même dans la communauté homosexuelle. Où en fait, il y a de la consommation de drogue, il y a plusieurs homosexuels qui se réunissent, ils prennent de la drogue, du gel en l'occurrence, et ensuite ils s'adonnent à du pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Mais avec leur volonté, ils prennent ça? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour avoir discuté, moi j'ai des amis en fait qui sont consommateurs, et pour avoir discuté avec eux... On rappelle que c'est interdit, hein, et que c'est très mauvais pour la santé, et qu'on peut en mourir. Exactement. Et pour avoir discuté avec eux, la raison pour laquelle ils prennent du gel, c'est précisément pour se désinhiber. C'est pour aller plus loin que ce que sans cette drogue, il ferait. Ce qui pose... Enfin, moi, je ne sais pas comment on résout cette question-là. Parce qu'évidemment, ils vont se retrouver dans des situations que, à jeun, entre guillemets, ils n'auraient jamais fait. Ils n'auraient jamais accepté. Là, parce qu'ils prennent du... Ce qui les fait, entre parenthèses, très souvent oublier leur soirée, hein, parce que ça a aussi un effet amnésique. Donc, ils se retrouvent à faire des trucs... et là, moi, je ne sais pas comment on résout cette question-là. Comment tu fais en termes de perception quand il y a deux personnes qui pensent sur le moment avoir une relation consentie, et qu'après, tu en as une qui dit c'est consenti, et l'autre qui dit bah non, finalement, pour moi, c'est pas consenti. Comment tu la résous, cette question? Non, mais après, tu as la question du rapport à la justice. Il n'y a pas toujours de rapport à la justice. Hein. Moi, je me demande même pourquoi est-ce que ils ont ce désir de faire des choses qu'ils vont oublier, tu vois, et qu'ils ne veulent pas faire à jeun. Je ne sais pas ce que ça veut dire en matière de désir. Après, la question de la justice, c'est encore une autre question, tu vois. Je ne sais pas comment elle se débrouille. Moi, j'ai déjà eu un cas comme celui-là d'une fille qui avait pris énormément d'alcool et qui avait aussi pris des stupéfiants pour passer une bonne soirée, et elle l'avait pris parce qu'elle était avec ses amis et que ça la rassurait d'être avec ses amis, et qu'elle s'était dit le fait que je sois avec mon meilleur ami, que je sois avec ma meilleure amie, en réalité je peux prendre ce que je veux et je vais pouvoir passer une super soirée tout en étant en sécurité, parce qu'ils vont assurer ma sécurité. C'était une façon pour elle de pouvoir se lâcher et de passer une bonne soirée sans que ses meilleurs amis la protègent, sauf qu'au final c'est son meilleur ami qui l'a ce soir-là. Et donc, son argument à lui devant la justice, c'était celui-là, c'était de dire
Mais elle a bu et elle a pris de la drogue parce qu'elle voulait passer une bonne soirée. Donc moi je pensais qu'elle était d'accord, alors qu'en réalité, je comprends même pas qu'elle ait porté plainte contre moi. Et là, la juge, elle lui a répondu, mais c'est justement parce que vous êtes son meilleur ami et que vous étiez là pour assurer, entre guillemets, sa sécurité et que vous l'avez mise en confiance, qu'elle les a pris. Et peut-être qu'elle les aurait pas pris si elle n'avait pas été dans ce contexte-là. Et donc, ça a été considéré par le tribunal comme presque une... Ils ont dit qu'il avait abusé de sa confiance et qu'il avait profité de la situation, du fait qu'elle avait consommé tout ça, parce qu'elle pensait qu'elle risquait rien. Mais est-ce que pour lui, c'était une relation consentie ou non? Ah bah au début, il a dit pour lui, oui. Pour lui, c'était consenti parce qu'il s'est dit oui, mais elle m'a touché, oui, mais elle était à côté de moi, mais elle a eu des gestes et puis mais en même temps, elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle disait. Elle, à la base, elle voulait pas de relation sexuelle. Moi, je te parle de gens dans le contexte où, là, éventuellement, dans le cas de Cara, il y a un objectif. Enfin, tu sais qu'à un moment, il va y avoir du sexe dans l'histoire. Tu vas, quand tu vas dans une soirée avec tu prends du gel et que tu te peintes la gueule, tu sais ce que tu vas faire. Mais s'ils le prennent dans cette optique-là, ils déposent pas plainte. Non, mais je sais. On ne sait pas dans quelle optique ça a été pris, comment ça a été pris, mais donc dans attention. Dans le cas de ton exemple, s'ils le prennent dans l'optique de passer cette soirée-là, ils ne vont pas porter plainte par la suite. Oui, mais le problème, c'est le degré. Comment tu prouves parce que tout à l'heure, on en a parlé hors plateau, tu as bien dit, le consentement, il peut évoluer en fait au fur et à mesure de l'acte. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux accepter, par exemple des préliminaires, etc. Puis en fait, tu ne veux pas. Donc là, tu as le droit de dire non à un moment, alors que tout avant est quand même la scène de ça commence avant. Le problème dans le cadre du c'est que, comme je l'ai dit, ça dure des jours. Donc ça dure des jours. Donc en fait, sur on va dire 2 jours, il peut se passer énormément de choses et des choses que, en fait, a posteriori, tu te dis que tu n'aurais jamais dû accepter. Mais tu es déjà pris dans la mécanique, en fait, d'aller toujours plus loin dans repousser les limites. Et moi, c'est là que ça devient très compliqué. C'est-à-dire que j'ai parfaitement conscience, il est hors de question en fait, d'avoir des relations non consenties. Et en même temps, je me dis, si je suis la justice, comment je fais, tu vois? Parce que si pendant l'acte, elle dit non, c'est non. Ouais. Ou si elle le repousse, c'est non. Si son corps dit non, c'est non. Apparemment, il parle de preuves, de vidéos, blablabla, mais va savoir. Elle disait aussi, Julie sur Aja, elle disait, c'est elle-même qui m'a demandé s'il faut se filmer, on est trop fraîche là. C'est ce qu'elle dit, Julie, sur Aja. Donc, on ne comprend pas. Est-ce que c'est une phrase due à l'effet qui était sous substance? Est-ce que c'est une phrase parce qu'elle pensait vraiment? Est-ce qu'elle l'a dit, cette phrase vraiment? Est-ce qu'elle a la preuve qu'elle l'ait dite? C'est surtout ça. C'est ça qui est... C'est très compliqué de trouver la limite du vrai, faux et du consentement. Et mais c'est là où il y a tout un travail d'enquête qui est fait par le parquet pour essayer de manifester une vérité, comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pour ça aussi qu'en tout cas, nous, on ne peut pas dire que ce soit Julie, Melvin ou Cara, qu'il y en ait un qui ment ou qu'il y en ait un qui dit la vérité. Là, ils sont présumés innocents de toute façon. Cara, elle est en droit de dire ce qu'elle considère avoir vécu et de déposer plainte. Ça, c'est son droit. Maintenant, nous, on n'a aucun élément, en tout cas factuel, qui serait dans un dossier, on ne sait même pas s'il a été ouvert ou pas, qui permettrait de dire que oui ou non, C'est pour ça que dans le cadre de cette analyse, de ce décryptage, on a contacté, je vous ai dit, les 4 entités suivantes, la production, Cara, Julie et Melvin, Cara et enfin le diffuseur Paramount. Je vous ai communiqué, on a posé vraiment énormément de questions en fonction des différentes prises de parole de chacun et on a essayé de poser les questions les plus factuelles possibles à la production. Je vous ai communiqué leurs réponses. On a fait pareil pour Cara, on lui a posé tout un tas de questions, on l'a prévenu bien évidemment du sujet, on lui a laissé la possibilité de répondre par écrit. Elle ne souhaite pas répondre pour l'instant et si elle change d'avis, elle nous le fera savoir, c'est ce qu'elle nous a dit, mais elle ne nous a pas répondu aux questions et ça lui appartient, c'est un droit, elle a le droit de ne pas y répondre. Le diffuseur, quant à lui, on lui a aussi posé, donc le diffuseur Paramount, toute une série, une liste de questions qu'on a envoyées en fonction des différentes prises de parole. Et le diffuseur nous a répondu la chose suivante par email. Merci de nous avoir tenus informés au sujet de votre émission. Nous apprécions grandement votre considération et votre transparence à ce sujet. Cependant, nous ne souhaitons pas faire de commentaires pour le moment. Merci pour votre compréhension. On a envoyé également toute une liste de questions en fonction des différentes prises de parole de chacun
À Melvin ne nous a pas répondu, ni son avocat. Julie, on lui a envoyé également, et Julie nous a envoyé le message suivant. Les accusations de Cara sont délirantes et diffamatoires. Je n'ai jamais ou droguer personne, cela est tellement injuste. J'ai décidé avec mon avocat de citer Cara devant la justice. Elle sera prochainement jugée par des magistrats du tribunal correctionnel pour diffamation. Je réserve mes explications devant les juges. J'attends cette audience avec impatience. Merci, Maître Maghrebi, d'avoir été avec nous. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hermano, Pablo, merci beaucoup. Soyez vigilants, je vous le demande dans les commentaires. Voilà, c'est très important d'être très vigilant dans les commentaires et de respecter bien sûr au maximum le cadre de la loi, voilà, sur la place publique et la place digitale. Pas au maximum, hein, complètement respecter le cadre de la loi. Oui, complètement. Merci, Pablo. Non, mais c'est important à dire parce qu'on a l'impression que l'espace numérique est un espace où il n'y a pas de droit. Alors qu'il y en a. Alors qu'il y en a. Voilà, donc il faut être vigilant. Et on se retrouve lundi sur Age After. Vous restez avec moi, les garçons. Je sais pas. Charles, il va nous retrouver. Et puis, je vous rappelle qu'Age After sera disponible en avant-première 48 heures avant, en souscrivant à ma chaîne YouTube. Il faut être abonné pour ça et il faut souscrire également. Je vous embrasse très fort et je vous dis rendez-vous en Age After. Bye bye. Ciao. Ciao.